Merci beaucoup à toutes et tous d'être là, le doyen de la faculté des SSP, Emmanuel Ball. Merci beaucoup. Chers et chers collègues, mesdames et messieurs, nos invités, c'est un très grand plaisir de vous accueillir et d'ouvrir cet événement à l'honneur du professeur Dominique Vinck. Merci aux organisateurs et notamment à Marc Odetta. Merci également à l'Institut des sciences sociales et notamment à Pauline Blazer et à tous les intervenantes et intervenants de cette table ronde à laquelle nous sommes conviés cet après-midi. Merci aussi pour leur très belle laudatio au professeur André Berchtold, directeur de l'Institut des sciences sociales, et à ses collègues. Vous allez voir que j'emprunte, je me suis permis, André, d'emprunter beaucoup d'éléments et vous retrouverez cette très belle laudatio sur le site de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Alors Dominique Vinck a été nommé professeur honoraire de la faculté des sciences sociales et politiques au 31 juillet 2025. Professeur honoraire, ça veut dire un retraité très actif, en fait, donc je n'ai pas d'inquiétude. Je fais une petite traduction. Dominique est un pionnier dans l'étude des interactions entre technologie et société, domaine de recherche et d'enseignement qu'on nomme par l'acronyme STS. Donc sa contribution au domaine des STS, sur laquelle je vais revenir, est remarquable. Elle tient aussi à un parcours et à une formation très riche, originale et interdisciplinaire. Dominique a été très rapidement et très jeune fasciné par l'influence des technologies sur la société. Il se forme en Belgique comme ingénieur chimiste avant de compléter sa formation en philosophie, puis par un doctorat en socio-économie soutenu à l'École des mines de Paris. Alors, ce parcours permet de mieux comprendre la profondeur et la qualité unique de ses analyses dans le domaine des STS. Sa capacité à faire dialoguer différents niveaux. Premier, peut-être le niveau nano, la cellule, l'atome, cher à nos amis scientifiques, de sciences dures, les vrais. Et puis au niveau macro-social le plus global, puisque tu as aussi cette perspective dans tes travaux, bien évidemment. Et puis aussi dans des champs organisationnels ou secteurs d'activité plus spécifiques, et puis à des niveaux méso également, plutôt les entreprises, les organisations, les institutions, ou des groupes d'organisations d'institutions, et puis à des niveaux plus micro, c'est-à-dire des individus, des acteurs qui interagissent. Et tu as réussi, à travers ces différents niveaux que tu fais dialoguer ensemble aussi, à travailler sur une pluralité d'objets, défense de l'environnement, santé, alimentation, bioéthique, et des méthodes de recherche qui proposent toujours une analyse très fine et experte de tes terrains d'investigation. Ton engagement vers une approche humaniste et critique des sciences et techniques a façonné toutes tes recherches et tes enseignements, te menant à des contributions très significatives pour nous toutes et tous. Tu as d'abord été nommé maître de conférence, puis professeur des universités à l'Université de Grenoble. Tu as enseigné à un public très divers, des sociologues bien sûr, des économistes, des ingénieurs et d'autres étudiantes et étudiants de nombreuses disciplines scientifiques. Parmi tes plus de 300 contributions en matière de recherche, tu as notamment rédigé un manuel de référence de sociologie des sciences. Jean-Philippe m'en parlait hier soir d'une manière émue aussi. Jean-Philippe Lerèche, notre ancien doyen. Et puis tu as dirigé aussi le prestigieux laboratoire de sociologie du travail, des organisations et de l'innovation, CRISTO. Avec des collègues de plusieurs disciplines, tu as fondé la revue Anthropologie des connaissances que tu as dirigée pendant 18 ans, qui est une référence académique majeure dans ton domaine. Tu t'es impliqué aussi dans des réseaux latino-américains STS et tu as été invité dans de très nombreuses universités et tu as contribué notamment au travail éditorial de la revue Engineering Studies et tu as forgé les concepts d'équipement et d'innovation par retrait, concept majeur. Alors, tu as finalement rejoint l'Université de Lausanne en 2011 en tant que professeur ordinaire directement pour enseigner principalement à l'EPFL et établir des ponts entre ingénierie et sciences humaines et sociales. Tu t'es à cette occasion aussi rapproché d'un collectif naissant autour des études humanités numériques. J'ai vu quelques collègues qui en sont des acteurs majeurs. Tu t'es penché aussi sur les institutions culturelles aux prises avec le numérique dans ce cadre-là,
archives du Montreux Jazz Festival. Tu as travaillé également sur les traditions culturelles de la Suisse romande au travers d'un important travail sur la fête des vignerons, avec une publication en 2019 sur les métiers de l'ombre de la fête des vignerons. Tu as impulsé également les Critical Studies of Innovation avec plusieurs ouvrages collectifs et une collection d'ouvrages de recherche en STS très reconnus dans le monde anglo-saxon. Donc tes 15 années passées au sein de l'Université de Lausanne sont marquées non seulement par une immense contribution à l'enseignement et à la recherche, mais aussi par un important engagement administratif au service de nos institutions. Tu as dirigé le laboratoire d'études des sciences et techniques, STS Lab, entre 2017 et 2019. Tu as ensuite dirigé l'Institut des sciences sociales de 2019 à 2021. Vous l'aurez compris, la carrière de Dominique est marquée par un investissement majeur dans l'étude des dynamiques scientifiques et de l'innovation, ainsi que dans le travail éditorial, mais aussi institutionnel. Parmi tes derniers projets de grande ampleur qui te tiennent vraiment à cœur, la diffusion du savoir, accessible et vivant, par la conception de cette série de bandes dessinées qui s'annoncent. Alors nous allons en parler aujourd'hui à travers ce débat et autour de notamment la controverse du glyphosate que tu nous invites à découvrir à travers cette bande dessinée. Donc félicitations pour cette initiative de départ en retraite des plus originales qui, je dirais à ton image, discrète, malicieuse, inspirante et qui mêle des talents plus méconnus de l'art graphique, enfin qui mêle tes talents plus méconnus de l'art graphique et de la narration. Donc cher professeur Vinck, cher Dominique, un immense merci au nom de notre faculté pour toutes tes contributions et la formation de nos étudiantes et nos étudiants, l'interaction avec les chercheurs, ta contribution et ta collaboration si inspirante avec l'EPFL. Et tu nous laisses un immense héritage et tu ouvres aussi de magnifiques perspectives avec le monde de l'ingénierie. Et Nolwenn Buller, qui est ici et qui prend un poste de professeur aussi en STS et qui suit tes pas, aura aussi cet héritage à faire fructifier. Donc une très belle suite en BD, si j'ai bien compris, et puis peut-être autour de multiples déclinaisons. Félicitations encore et merci infiniment, Dominique. Merci Emmanuel Bayle, doyen de la faculté des SSP. Voilà le programme maintenant de l'après-midi, tel que je vous le propose. Je crois que Dominique, tu aimerais commencer par dire quelques mots, et j'ai les transparents que tu m'as donnés pour parler de ton travail. Hein, voilà, donc tu auras la parole en introduction. Ensuite, voilà, c'est égal dans quel ordre? Je vais me présenter et puis je vais présenter les invités à la table de cet après-midi qui ont accepté ton invitation, Dominique, à s'exprimer sur les démarches sciences-société, sur leur démarche personnelle aussi, sur qu'est-ce que c'est une bande dessinée, comment on peut exprimer des problèmes de sociologie, partager des problèmes de sciences sociales avec différents publics, au moins avec ce média. Et puis, donc, vous prendrez la parole tour à tour. Je vous dirai de quel ordre je l'ai prévu. Et puis, ensuite, on espère qu'avoir un temps pour vos questions et interventions de la salle. Et enfin, l'après-midi se terminera par une séance de dédicace de la bande dessinée Mitra. Voilà. Est-ce que je te passe la parole pour d'emblée, tu nous expliques ton travail? Donc, merci beaucoup. Il faut qu'il se réveille. C'est bon? Il faut que je le mange? Oui, bon, c'est bon. Voilà. Je sais pas, ça n'a pas un trop beau goût, mais ça va. Merci beaucoup à toi, Marc, pour cette brève introduction. Marc qui assume la direction du labo STS aussi depuis quelques années et avec beaucoup de dynamisme et puis qui a permis de soutenir une activité collective particulièrement intéressante. Et puis merci beaucoup à Emmanuel pour ce mot d'introduction, de présentation de l'Audacio au nom de la faculté. Je dois dire qu'Emmanuel, je ne sais pas dire le quantième doyen que j'ai vu, mais j'ai vraiment toujours eu du plaisir à voir. Je ne sais pas s'il est là dans la salle, je ne suis pas sûr. René Knussel, c'est lui qui était là quand j'ai été recruté. Et il est un peu fautif de cette histoire-là, non seulement parce qu'il a contribué à mon recrutement,
mais aussi parce qu'une des motivations au départ de cette BD vient de discussions que j'ai eues avec lui. On faisait le constat du fait que nos employeurs, enfin les employeurs de nos étudiants, les parents de nos étudiants, voire nos étudiants, avaient beaucoup de difficultés à pouvoir dire en quoi consiste le fait de faire des sciences sociales, à quoi ça sert et à quoi ils peuvent servir dans une entreprise, dans une institution. Et on faisait le constat du fait que ce qu'il y a dans les brochures des départements de sociaux partout dans le monde, c'est de dire chargé d'études, chargé de recherche, assistant de projet, chef de projet, médiateur, accompagnateur. Mais en fait, c'est valable pour toutes les disciplines ou presque. Donc, on se disait, il y a un problème pour pouvoir faire comprendre. Et on était arrivé à la conclusion que la meilleure façon de faire comprendre, c'était de montrer, de raconter des histoires, et je pense que plusieurs d'entre vous m'ont entendu raconter plusieurs fois l'histoire de Olivier Wathelet, qui était un doctorant en anthropologie sur le goût et les odeurs, qui arrivé à la fin de son financement de thèse, n'avait pas fini sa thèse, a cherché un petit contrat pour pouvoir terminer sa thèse, a terminé à l'Institut Paul Bocuse, qui est un institut de recherche culinaire, c'était cohérent avec sa thèse, et là avait découvert plein d'ingénieurs de SEB qui étaient là dans les couloirs de l'Institut, se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient, commençaient à discuter avec eux, s'est rendu compte que ces ingénieurs concevaient des ustensiles culinaires pour le monde entier, mais sans aucun bagage de sciences sociales ou d'anthropologie. Et ils se disent, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et à partir de là, on est venu à l'idée de dire, mais ils ont besoin de moi. Et il s'est renseigné sur l'entreprise, s'est fabriqué un profil d'emploi, a proposé à l'entreprise de créer le poste et de le recruter sur ce poste, ce qui a été fait. Et au bout de quelques années, il est devenu le directeur de la recherche-développement chez SEB, à la tête de 150 ingénieurs. Son parcours est particulièrement intéressant parce qu'une des choses qu'il a découvertes dans ce chemin-là, et c'est un message important à retenir, c'est de dire que les ingénieurs ne comprenaient pas le langage qu'ils parlaient, il fallait qu'ils apprennent à parler dans leur langage, et il s'est rendu compte que le langage commun qui leur permettait de dialoguer, c'était de traduire le savoir des sciences humaines et sociales sous la forme de spécifications techniques. Et ça, les ingénieurs comprenaient, et à partir de là, ils pouvaient travailler. Et ça a été une base de dialogue très intéressante. Alors moi, j'aime bien raconter cette histoire-là parce que ça permet de montrer que avec les formations de sciences sociales, on peut avoir des contributions majeures, même dans des domaines qu'on n'imagine pas. Simplement, il faut apprendre à parler un peu la langue de l'autre sans nécessairement devenir ingénieur ou juriste ou je ne sais pas quel autre métier, mais de travailler en interface. Donc, moi, je suis resté avec cette idée de dire il faut raconter des histoires vraies ou des histoires un petit peu fictives, à la limite, c'est pas très important, pour que les gens puissent comprendre et se projeter. Et c'est une des motivations qui est à la base de cette idée de faire des bandes dessinées. Et donc René y est pour beaucoup, c'est un peu de sa faute. Et puis, autre motivation qui m'a amené à la bande dessinée, c'est le constat qu'ont fait beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire on publie. Manuel a rapporté le fait que j'ai fait plus de 300 articles, bouquins, etc. Mais qui les a lus, ça, je ne sais pas trop. En moyenne, les bouquins de sciences sociales se vendent en 200 ou 300 exemplaires, et ce n'est pas sûr qu'il y ait eu 200 ou 300 lecteurs, puisque souvent, c'est des bibliothèques qui les achètent. Donc, je me posais vraiment la question de dire, mais comment faire pour mieux faire circuler nos travaux, les résultats de nos travaux ? Et je suis parti vers l'idée de forme d'écriture d'alternative, qui est une thématique qui est brassée depuis une vingtaine d'années par différents collègues. J'ai regardé un peu différents trucs, et puis très vite, il y a des choses que j'ai laissé tomber parce que ça ne me convenait pas, le théâtre. Je suis désolé, Daniel, mais je ne me sentais pas trop de faire du théâtre. Et j'étais resté sur deux idées qui me séduisaient bien. C'était les documentaires télévisuels. Il y a des choses excellentes. Il y a un excellent documentaire très STS sur l'ignorance, par exemple.
Mais j'ai abandonné l'idée du documentaire parce que je me suis rendu compte que pour faire quelque chose de qualité, c'est des équipes multiprofessionnelles, 10, 15, 20 personnes. Et puis surtout, c'est des budgets de millions. Et je me suis dit, j'ai passé toute ma carrière de chercheur à chercher des sous pour pouvoir faire de la recherche. J'ai plus envie de chercher des sous pour pouvoir faire des choses. Et j'ai trouvé que la BD avait quelque chose un peu proche, dans le sens il y a à la fois l'image, le texte, il y a une séquentialité, on peut raconter des histoires, et a priori ce serait plus accessible. Et je me suis lancé là-dedans en disant, j'ai du contenu, j'ai des histoires à raconter, est-ce que je serais capable de scénariser? Ben, on va voir, je vais essayer. Et puis, je trouverais bien des dessinateurs, puisqu'il y en a plein qui pleurent parce qu'il n'y a pas de boulot, enfin, ou bien ils ont peur parce que l'IA va manger leur boulot. Donc, je me suis dit, je vais trouver un dessinateur, mais je n'ai pas trouvé de dessinateur voulant rentrer dans le jeu, ou alors il demande à être rémunéré, ce qui est correct, mais le travail là, c'est 30 000 francs pour un travail de dessinateur. Aucune institution scientifique ou culturelle n'est entrée en matière. Donc, bon, finalement, je me suis inscrit à un cours de dessin, pas avec l'idée de... Je ne savais pas dessiner, hein, c'est pas que j'ai pas des talents cachés, hein, c'est pas vrai. Je ne savais pas dessiner. Donc j'ai appris, mais j'apprenais même pas avec l'idée de le faire. C'était pour savoir un petit peu, pour pouvoir dialoguer avec un dessinateur ou dessinatrice. Et puis, comme je ne trouvais pas, ben, j'ai fini par faire. Et puis des personnes qui ont suivi le cours de dessin, dont plusieurs sont ici présentes d'ailleurs dans la salle, ben, m'ont plutôt encouragé à continuer, puis j'ai continué jusqu'au bout. Je pensais trouver un éditeur, je savais que ce serait difficile. Les grands éditeurs, on sait qu'ils rejettent 90% des propositions qu'ils reçoivent, donc ça, je n'étais pas trop surpris. La plupart n'ont même pas répondu, ou ont répondu par un courrier standard, donc bon, ça, ce n'est pas une grande surprise. Les petits éditeurs, il y avait beaucoup plus d'intérêt. Mais certains, ça supposait qu'ils revoient un peu leur stratégie éditoriale. Et puis, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il avait prévu venir, Claude Pahu. Oui, voilà. Directeur de Antipode, donc une maison d'édition lausannoise qui fait un travail éditorial de très très grande qualité. C'est lui qui a édité le livre Les métiers de l'ombre de la fête des vignerons. C'est vraiment un travail de très grande qualité éditoriale. Claude était très intéressé par le projet, mais avait un cahier des charges tel que c'était pas compatible avec mon souhait de dire, moi je pars en retraite à l'été 2025, je veux que ça sorte avant de partir en retraite pour faire un événement. Et Claude a dit, ben moi je peux pas, donc bon, j'ai dit, bah, tant pis, je vais faire. Et puis donc je suis aussi auto-éditeur. Mais voilà, c'est un peu un concours de circonstances, c'était pas prévu. Puis un dernier petit mot sur par rapport aux intentions qu'il y a derrière cette BD. Donc il y a l'idée de dire diffuser les résultats dans nos domaines de recherche. Et en l'occurrence, dans le domaine des Science and Technology Studies, c'est un domaine qui est à la fois assez connu dans le monde, dans les institutions académiques, mais en dehors du monde académique, c'est pas très connu. Donc il y avait l'idée de dire, il faut faire vivre et rendre compte, raconter un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, comment, qu'est-ce que ça donne, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de, je ne veux pas dire de vulgariser des STS, parce que la vulgarisation, pour moi, parfois elle est très bonne, mais souvent il n'y a pas d'intrigue. Danielle est une experte de l'analyse des relations entre art et science, elle pourra en dire pas mal de choses, mais moi, mon constat, c'est que souvent, la vulgarisation, il n'y a pas d'intrigue, ou quand il y en a une, c'est une intrigue artificielle, une histoire d'amour ou un meurtre qu'on rajoute, mais qui n'a rien à voir avec le contenu. Et je me disais, mais c'est pas possible. Dans les STS, on voit que les sciences et les techniques, c'est plein d'intrigues. Il n'y a pas besoin de les inventer, il suffit de les raconter. Et donc, c'est ça qui m'a motivé de dire, on va raconter. Puis là, j'ai pris une situation, a priori, un peu plus facile pour démarrer. Puis voilà. Voilà un peu les intentions derrière cette Xème folie. Emmanuel parlait de malice, je pense qu'effectivement, il y a un petit peu de ça. Très bien. Merci Dominique pour cette introduction. Alors, je vais juste me présenter en disant que mon nom est Marc Odetta. Effectivement, je suis membre du STS Lab, le laboratoire d'études des sciences et des techniques,
Et j'ai aussi un autre rattachement. Mon rattachement principal à l'université, c'est au collaboratoire, unité de recherche-action participative, qui est une démarche très très cousine de celle dont on va parler cet après-midi, puisqu'on parle de médiation scientifique, de recherche avec et pour la société, mais là, en l'occurrence, de comment on peut partager des questions de sciences sociales avec divers publics. Et dans le cadre de mon appartenance à la faculté des SSP, je donne un cours aux biologistes, c'est-à-dire à l'école de biologie, aux bachelors de 3e année, et je leur fais faire une analyse de controverse. Et vraiment, la plupart des étudiantes et des étudiants aiment bien ça. Je ne leur fais pas faire des sciences sociales, mais je leur fais faire quelque chose qui les concerne directement sur plein de sujets sur lesquels ils sont attentifs. Et c'est en rapport avec la bande dessinée dont on va parler, puisque cette bande dessinée met en scène un groupe d'étudiantes et d'étudiants qui fait une analyse de controverse dans le cadre d'un cours de la prof Mitra dans une école d'agronomie. Voilà, c'est ça le contexte de cette bande dessinée. Alors, ceci étant dit, je vais passer les documents sur lesquels tu pourras revenir, les planches que tu voulais montrer entre tes dessins originaux et ceux que tu as réalisés avec des techniques très discutables. Mais on va y revenir. Et je vais présenter les personnes qui sont à la table rapidement. Voilà. Et donc, oui, j'ai le plaisir de vous présenter Galina Angelova, qui est une professionnelle et à qui je demanderai de s'exprimer la première à la table ronde. Elle est donc journaliste, elle dessine et elle est l'auteur avec Cléa Favre d'un livre qui a été réédité une fois et qui parle de la fausse couche. Et Galina, elle travaille au Centre Lives pour la communication, notamment, mais elle est indépendante, journaliste, elle a travaillé pour de nombreux titres, mais notamment le titre du Fonds national de la recherche et le titre féminin. Et donc, probablement, tu nous parleras de ta démarche, de celle que tu as vue chez Dominique Vinck. Et voilà, et donc, comme je l'ai dit, je lui donnerai la parole en premier. Je vais vous présenter brièvement, je vais faire des erreurs, bien entendu, donc je vous demanderai de corriger. Et puis, bien sûr, vous direz de quel point de vue vous parlez, chacune. Ensuite, Monica Salzbrunn, que j'ai rencontrée véritablement la semaine dernière et que j'ai surprise à parler le Wolof avec nos invités sénégalais de la semaine dernière, oui, parce qu'elle a fait sa thèse sur des questions religieuses et sociales au Sénégal. Et Monica, ça c'est ce qu'on trouve sur sa page web, parce que Monica, c'est une des très rares personnes à l'université qui a une page web faite avec WordPress. Ça vous situe déjà un peu le personnage. Elle a eu une grant de European Research Council, c'est vraiment l'institution de recherche la plus haute sur le continent, et ça a duré, je crois, 5 ans, donc c'est pour ça que j'ai tenu à la citer ici. Donc ses spécialités, je peux en citer que quelques-unes, donc c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est l'anthropologie visuelle, peut-être que tu nous diras qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu conçois là derrière, et ses enseignements. Je m'excuse, vous ne voyez peut-être pas très très bien, mais il y en a 2 en tout cas, diversité, genre et religion. Et le second, la transnationalisation culturelle et religieuse à travers l'art et la musique. Voilà, merci d'être là, Monica. Ensuite, Daniel Sapron. Daniel, tu es professeur ordinaire aussi à la section de français à la faculté des lettres. Tu as fondé le Centre d'études théâtrales, tu es aussi responsable de ce certificat qui a lieu à la manufacture, entre la manufacture et l'UNIL, qui s'appelle, sauf erreur, dramaturgie et performance du texte. Oui. Tu es membre du groupe d'études sur la bande dessinée, alors tu seras vraiment très très bien placé pour nous en parler aussi de ton point de vue. Et Daniel Sapron a été vice-rectrice, notamment en charge des rapports entre sciences et société entre 2007 et 2016, si je ne fais pas erreur. Une période comme une sorte d'âge d'or, située dans un passé bien révolu aujourd'hui.
Voilà. C'était en tout cas un travail heureux pour toute l'université, apparemment. Et voilà, j'ai mis aussi une de vos publications avec Raphaël Baroni, Le long voyage de Léna, regard croisé sur une bande dessinée. Et enfin, Nolwenn Muller, qui est anthropologue de formation, qui a beaucoup travaillé à l'université de Neuchâtel, qui est encore sur les sites web de l'université présenté comme responsable de recherche à l'UNIL et à Unisanté, mais qui, comme le doyen a dit, a été nommée professeure en études sociales des sciences et des techniques. Elle va commencer le 1er août et Nolwenn va succéder donc à Dominique Vinck dans ce travail. Et vraiment, ça me fait super plaisir que tu sois là. Et voilà, j'ai mis la dernière publication que Nolwenn m'a envoyée parce que ça concerne le domaine qui touche, dont parle la BD, qui sont les pesticides, les enjeux entre la science fondamentale, la science réglementaire, les différents acteurs qui ont des enjeux autour de ces produits. Et voilà, donc on va faire, maintenant je vous propose donc de faire un tour, donc je vais donner la parole à Kalina la première, et puis ensuite je te donnerai la parole à toi Monica, comme ça on partira dans un voyage sur les médias, l'utilisation de différents médias, la bande dessinée, comment une professionnelle voit ça, comment Monica, qui connaît bien aussi ce genre de questions, elle voit ça, quelle est ta démarche à toi aussi en matière sciences-société. Et puis ensuite, si vous êtes d'accord, hein, Daniel, je te donne la parole, et peut-être tu nous parleras de la mise en récit, et comment tu vois la bande dessinée. On a évoqué que peut-être qu'entre le roman et le film, quelque part, il y a la bande dessinée. D'accord, enfin tu vas nous dire ça. Et puis, on finira avec Nolwenn, puisqu'elle connaît bien le sujet, donc on retournera peut-être dans le contenu de la controverse en question. Voilà, si j'ai pas oublié quelque chose, ou quelqu'un, non. Alors, Kalina, je te donne la parole. Ça marche? Bonjour. Bonjour tout le monde. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation, sincèrement. Et là, j'avoue que je me sens un tout petit peu impressionnée d'être entourée par des personnes issues du milieu académique, alors que moi, je ne le suis pas du tout. Donc là, j'avoue que c'est particulier. Je tiens à dire en préambule que tous mes propos concernent mon expérience, mon ressenti. C'est purement... ça sort de moi. Je ne veux pas théoriser sur des concepts généraux, etc. Donc, je vais parler que en mon propre nom. D'accord? Bon, déjà, pour commencer, j'aimerais souligner votre démarche et saluer votre démarche. Je la trouve absolument pertinente. Je ne vous connaissais pas il y a encore un mois. Moi, j'ai débarqué il y a un mois au Centre Lives pour gérer la communication. Et tout d'un coup, bah voilà, vous m'avez contacté, vous m'avez proposé de participer à cette table ronde. C'est un grand honneur. Merci beaucoup. Alors, quand on m'a dit que vous avez fait cette BD entièrement tout seul, franchement, d'abord, j'y ai pas cru. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est impossible. C'est à peu près 5 corps de métier en un. Donc, vraiment, ça me semblait un petit peu improbable. Après, j'ai reçu la BD. J'ai regardé ça et c'est complètement probable. Donc, elle est là, elle existe. Vous devez être assez fiers de ce produit quand même. Alors, je ne suis pas là pour faire une critique de votre BD, mais j'ai quand même pris quelques notes sur qu'est-ce que je pense de cette BD. Alors, j'aimerais... vous le dire pour commencer. Alors déjà, je suis extrêmement jalouse de cette couverture parce qu'une couverture comme ça, c'est plutôt cher. Donc ça, c'est vraiment... c'est super. Non, mais alors, plus sérieusement, je trouve que vous avez un talent particulier pour mettre en scène les choses. Alors oui, vous pouvez dire que vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour créer les images, mais je trouve que il y a un récit qui est absolument incroyable. C'est une histoire qui peut être mise en scène, qui peut être traitée à la télévision à travers un film, etc.
Vos images sont extrêmement cinématographiques. Je les trouve vraiment, les cadrages, etc. C'est vraiment très, je trouve très, très, très réussi. Avec la première planche, on a vraiment tout posé. On n'a pas besoin d'aller au chapitre 3 pour comprendre de quoi il s'agit, de comprendre le propos. D'emblée, on comprend, on rentre dans l'histoire. Cette histoire, elle est extrêmement incarnée. On voit des visages partout. On est submergé de bulles et de visages. Alors, c'est un choix personnel. On est vraiment au cœur de l'action, quoi. Je trouve aussi que pour un scientifique, d'oser créer une BD, c'est déjà un énorme challenge au niveau de se dire, bah voilà, il y a peut-être parfois, il faut prendre certains raccourcis, il faut peut-être essayer de synthétiser sa pensée, on a peut-être envie de tout mettre dans une BD. Je trouve déjà que pour un scientifique, c'est déjà une démarche incroyable. Vous avez franchi ce pas de raccourcir. Maintenant, effectivement, il reste quand même énormément de textes et voilà, c'est votre choix. Et c'est très bavard au bout d'un moment. Et je trouve que voilà, c'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la BD, c'est combiner des images et du texte. Souvent, l'image, elle laisse place à beaucoup d'émotions. On peut se projeter dans les images, se projeter, ça crée des émotions. Les émotions, ça crée une action. Et cette volonté que vous avez de sensibiliser à la fois sur les relations humaines, les relations entre les professeurs et les étudiants, entre les étudiants et le monde industriel, entre les agriculteurs et la science, etc. On comprend bien, à travers un livre comme ça, les enjeux, ces espèces d'a priori. Tout le monde campe dans des a priori. Finalement, c'est la guerre des a priori avant d'ouvrir le dialogue et d'essayer de faire quelque chose. Je trouve que ça, vous le développez vraiment très, très bien. Et j'aime bien cette idée qu'il y a quand même la pluralité des opinions là-dedans aussi. C'est vraiment... vous traitez un peu de tout, c'est chouette. Maintenant, vous l'avez dit dans votre discours d'introduction aussi, cette idée de rendre accessibles les propos à travers l'image, à travers un récit comme la BD, c'est absolument vrai. Je trouve qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est extrêmement visuel. On est dans un monde où finalement l'image nous prend, nous happe. Si elle est utilisée comme il faut, à bon escient, on peut faire passer énormément de messages. Il y a quelques jours, un jeune, c'était hier, avant-hier, un jeune a tué en France une surveillante d'école, coup de poing, coup de couteau. On peut lire 2 pages à 4 dans le monde diplomatique, mais quand on voit le dessin de Plantu qui dessine 2 enfants, on les voit de dos avec 2 sacs à dos, du premier sac à dos dépasse une règle, du deuxième sac à dos dépasse un couteau, ça veut juste tout dire, ça nous prend aux émotions, et puis en une image, on a résumé une attitude, un fait, une réalité, on a dénoncé en même temps. Et je trouve que d'avoir pris le parti de faire ça à travers une BD, enfin, en l'occurrence, là, on est dans une autre problématique. Je trouve que c'est une réussite et je vous félicite. Franchement, je ne sais pas ce que ça vaut venant de ma bouche, mais en tout cas, moi, je trouve absolument bluffant. Et je suis vraiment particulièrement touchée par cette démarche. Je trouve que Kalina, vous êtes arrivée. Franchement. Kalina, oui. Merci. Oui. Je voulais... Donc, je montrais l'image de ton propre travail pendant que tu parlais, mais hier, tu m'as dit ce qui est écrit en haut, comment capter l'attention des publics, donc varier les registres avec lesquels on s'adresse et qu'on essaye de toucher les gens. Alors peut-être que maintenant, tu peux nous dire ce que tu fais ou comment tu as trouvé ce travail, mais ce que tu fais également. Oui, alors moi j'ai fait un roman graphique. Alors nous, avec ma consoeur journaliste Cléa Fabre qui travaille à la RTS, on a fait le choix non de la BD mais du roman graphique pour s'octroyer encore plus de liberté au niveau de la narration, au niveau de l'image, au niveau de ne pas forcément suivre les codes en fait. Et puis c'est ça que j'aime bien aussi, c'est de se retrouver devant quelque chose en fait qui colle pas au code, et puis c'est très bien en fait, c'est super. Et ben nous c'est ce qu'on a voulu faire, on a voulu un peu casser les codes. Alors notre livre, c'est un livre sur les fausses couches, donc c'est une thématique médicale. Et puis on s'est dit, bon, alors on est 2 journalistes, c'est l'histoire de Cléa, elle se met en scène, elle raconte sa propre histoire.
Et puis on s'est dit, mais est-ce que ça va être encore un énième récit de la part d'une journaliste pour faire de l'émotion, créer un scandale, susciter, je sais pas, susciter l'émotion à travers un espèce de récit putassier, entre guillemets, pardon. Mais c'est vraiment un peu, on est critiqué là-dessus en tant que journaliste. Donc nous, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut quand même éviter ça? Parce que parler de fausses couches, c'est quand même parler de tabou encore. Il y a énormément de choses que les gens ne savent pas, tant au niveau de la société, tant au niveau des sciences. Faut quand même savoir qu'aujourd'hui, 50% des fausses couches qu'une femme sur 4 vit, on ne sait pas à quoi c'est dû. C'est énorme, c'est des chiffres qui sont juste pas audibles en 2025, et pourtant c'est la réalité. Donc du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour rendre ce récit universel, et pour rendre ce récit universel et pas rester seulement dans cette espèce de récit qu'on raconte et qui reste juste une histoire parmi tant d'autres. On s'est dit, on va utiliser les sciences. Et on s'est dit qu'on va faire appel à quelques experts, quelques spécialistes pour soutenir notre propos. Et on a été soutenu par le CHUV, notre démarche a été soutenue par le CHUV, et notamment d'un professeur qui est chef de clinique du département de l'obstétrique. Et il nous a encouragés à finir le roman graphique, et puis on a trouvé un éditeur, etc. On a fait toute cette démarche-là. Et puis, je me suis perdue dans mon propos. C'est difficile de parler comme ça sans question, vraiment. Et donc, du coup, c'est l'art et la science. En fait, on a vraiment voulu allier ça, mettre les sciences au service de l'art pour faire passer un message, pour sensibiliser la population sur quelque chose qui reste encore tabou, que sont les fausses couches, même si le terme de fausse couche, qu'est-ce qu'il y a de faux là-dedans, je ne l'aime pas du tout, mais voilà, on l'utilise parce que sinon on ne peut pas se comprendre. Et donc, du coup, à la fin de chaque paragraphe, vous n'avez pas fait ça. Vous mettez la science à l'intérieur de votre récit. Nous, ce qu'on a voulu faire, donc on a fait notre BD, et à la fin de chaque chapitre, on a fait 9 chapitres, on a intégré des propos de médecins, de sociologues, d'une dame qui est à cheval entre la psychologie et puis tout ce qui est traitement alternatif, etc., pour essayer de combattre le deuil. Et qu'est-ce que ça veut dire le deuil au final? Est-ce qu'on peut vivre le deuil à 12 semaines de la même manière qu'on peut vivre le deuil à 24 semaines? C'est quand même pas la même chose aux yeux de la société, hein, aux yeux de la femme qui perd son enfant. Un jour ou une année, ça reste une perte. Voilà. Donc, on a voulu soutenir notre propos par un crédit scientifique pour rendre le récit universel. Et c'était important pour nous de le faire. Vous êtes scientifique, donc vous avez ce bonus. Vous pouvez écrire et dire tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de crédit scientifique, vous l'êtes. Et ça, c'est un avantage absolument incroyable. Je vous encourage à faire la numéro 2. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait peut-être s'exprimer, ou est-ce que je dois compléter par quelque chose d'autre? Alors, Dominique, tu aimerais répondre à quelque chose? Je vous demanderais de bien parler dans le micro pour la retransmission. Chemin faisant, je m'étais dit, tiens, tel truc, je répondrai bien, mais ça m'est déjà un peu sorti de la tête. Mais j'ai beaucoup apprécié le commentaire, notamment parce qu'il dit juste ce que je pense avoir essayé de faire. Et une chose est d'avoir des intentions puis d'essayer de faire, et puis autre chose c'est de voir le lectorat, il va voir quoi, il va comprendre quoi, etc. Et parfois l'écart il est énorme entre ce qu'on pense avoir fait et ce que le lectorat voit. Et donc là, moi, le grand plaisir, c'est de vous entendre dire des choses. Je me dis, oui, c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire, notamment sur la question la question des émotions, parce qu'on parle de science, et de sciences agronomiques, et de pesticides, etc., etc. Mais en même temps, je dirais, dans les études sociales des sciences et des techniques, on sait que dans les labos, dans les bureaux d'études, etc., c'est plein d'émotions de toutes sortes, etc. C'est pas toujours exprimé parce que on est quand même dans un milieu où on essaye d'objectiver, de montrer qu'on est détaché, etc., etc., etc. Mais c'est très difficile de faire de la science en étant détaché. Et là, on le voit. Et j'ai choisi, je dirais,
la création du personnage de l'héroïne, j'ai voulu avoir une héroïne dont l'apparence ne soit pas très très expressive, mais le contraste entre une apparence pas très expressive et des situations où, par exemple, elle avale des couleuvres, rend encore... Enfin, moi, mon idée, c'était que ça rendrait encore plus sensible l'intensité émotionnelle. Et juste pour compléter ce que vous venez de dire, vous parlez de distance, mais justement, quand on est scientifique puis qu'on produit à la chaîne des textes incroyables, le texte nous met à distance alors que l'image nous lie à la thématique. Et donc là, je pense que c'est vraiment le bon pari de se dire, on va mettre en image, on va mettre le texte en image, pardon. Donc là, il y a vraiment la personne qui va vous lire comme ça, sans les images, elle va quand même pas comprendre de la même manière que si elle le lit avec les images. Donc ça rapproche vraiment. Et donc ça, c'est vraiment essentiel pour faire passer les messages que vous voulez faire passer. Et dans ce cas-ci, c'est un vrai défi parce qu'une controverse où l'essentiel de la controverse, c'est quand même des discours, des textes, des publications, des réunions. C'est pas évident enfin, je dirais, c'est pas une BD d'action avec des courses-poursuites, etc., etc. Donc c'était un vrai défi de dire, mais comment rendre l'action alors qu'on a presque que du discours. Ça, pour moi, ça c'était un vrai challenge. Je pense que dans les autres BD que j'imagine, il y en a d'autres où il y aura plus d'action parce que dans les labos, il y en a plus. Et encore moins de bulles. Comment ? Et encore moins de bulles pour laisser un peu plus de place à se plonger dans... Absolument. Et par rapport à la question de texte, alors effectivement, ça a été un challenge parce que quand j'ai passé presque un an à me refaire tout le tour sur la controverse glyphosate, etc., j'avais sélectionné et compilé à peu près 1600 pages. Et à la fin, les bulles tout additionnées, on arrive à 20 et des pages. Donc j'ai jeté, l'essentiel de mon travail, ça a été de jeter. Et à la fin, c'est quand même frustrant parce qu'il y a encore trop. Non, mais c'est un renoncement, mais c'est un choix aussi qu'on doit faire pour être efficace. Donc, ouais. Monica, à ton tour. Oui, un grand merci Dominique. Ça me touche d'être là parce qu'on a été recrutés à peu près à la même période, moi en 2010, toi en 2011 je crois, et on était tout de suite plongés dans cette idée de humanité numérique qui pose aussi la question de la communication entre des collègues qui ont un langage très très différent. Donc nombre de fois on est allé à l'EPFL pour essayer de comprendre ce que fait Sabine Dustronck ou d'autres. Donc c'était déjà une belle rencontre en fait transdisciplinaire. Et après, on s'est croisés dans les festivals de BD. Donc, encore un point commun. Et en fait, une question qui traverse aussi mes enseignements, qui sont maintenant beaucoup portés sur les méthodes alternatives, sur l'anthropologie visuelle, graphique, sonore, c'est est-ce que c'est scientifique ? Donc, généralement, en première séance, en fait, quand je présente le contenu du cours, il y a toujours une étudiante qui ose quand même poser la question qui tue, est-ce que... et donc, premièrement, il y a ce décalage entre se faire plaisir aux autres. Est-ce que la science doit être ennuyeuse et sérieuse ? Donc, je suis rassurée d'être en bonne compagnie de personnes qui ont de l'humour, parce que je pense évidemment qu'on a choisi notre métier parce qu'il nous fait plaisir, mais on peut aussi communiquer le plaisir et la passion de le faire. Et cela entre aussi en résonance avec cette idée d'imaginaire. En fait, je pense que le ressenti, l'imaginaire aussi font partie de toutes les disciplines. Il faut juste se l'avouer et avoir une réflexion, je pense, de positionnement à partir d'où on parle, en fait, aussi à partir de notre propre engagement, afin d'entrer dans un niveau de réflexivité qui est le surplus de la scientificité, ou le gage de scientificité. Alors très concrètement, comment nous avons fait en 2014-15, on a écrit donc avec mon équipe un projet ERC sur l'art et l'activisme, donc l'art comme moyen d'expression politique sur 3 continents. Nous avons dès le début en fait voulu comprendre l'utilisation de l'art dans un esprit militant, donc utilisation de la BD, de la performance, du film, des peintures murales,
Mais nous voulions aussi utiliser l'art comme moyen de récolte de données sur le terrain. Donc nous avons fait notre premier stage à Gozo, dans une école d'été d'anthropologie graphique. Donc nous avons appris à dessiner pendant 15 jours, sous les auspices de dessinateurs ou de spécialistes de l'anthropologie graphique, ce qui nous a permis d'apprendre avec nos mains ce que font les artistes. Parce que je suis vraiment intimement convaincue que pour comprendre le monde, nous devons utiliser tous nos sens. Et se plonger dans une technique artistique, c'est aussi apprendre avec les mains, avec la tête, avec le toucher, avec le nez, enfin tout ce qui implique en fait une technique artistique. Et ensuite, nous avons décidé, puisque dès le départ, l'idée c'était aussi de rendre quelque chose aux contribuables, rendre quelque chose à la cité. Nous avons tout de suite en fait communiqué à travers un blog et à travers des films sur ce que nous faisons. Et donc maintenant, nous avons obtenu après l'ERC, on a obtenu un projet FNS Agora pour diffuser nos films, organiser des tables rondes, des ateliers. On va organiser un atelier avec la caravane des quartiers, par exemple, Sougar, en fait, sur comment tu t'imagines ton quartier, donc, avec une de nos dessinatrices. Et nous avons obtenu des fonds pour faire une BD. Et c'est pour ça que je suis heureuse aussi de pouvoir partager quelques idées sur comment faire une BD. Donc, on doit apprendre. Ça c'est fabuleux. On n'a jamais l'impression d'avoir fait le tour parce qu'on apprend toujours. Donc là, on apprend à rédiger un scénario. Ce que c'est un scénario, qu'est-ce que c'est un langage BD. Et comme tu dis, c'est réduire. Nous qui sommes très très bavards, il faut aller à l'essentiel en une phrase, choisir. En plus en 4 langues. Là, on a prévu de faire en 4 langues. Choisir le langage parlé, quelque chose de crédible, qui soit pas artificiel. Et qui illustre en fait le travail que nous faisons en fait. Donc nous avons fait le pari d'illustrer notre façon de comprendre le monde de façon multisensorielle, mais aussi la façon dont les personnes sur chaque terrain, donc cette fois-ci au Cameroun, en Californie et en Méditerranée, utilisent l'art pour l'activisme. Et je vais passer quelques flyers en fait de l'Agora. Là, ça vient du festival Boa BD au Cameroun. Hein, ces 2 dessins. Vous verrez un peu nos films aussi. Et venue la question cruciale, comment dessiner, donc apprendre les plans, apprendre ce que c'est un plan. Et évidemment, nous le faisons tous sans le nommer ainsi. Dans les sciences sociales, nous avons tous un gaze. On parle beaucoup de male gaze, mais on n'a pas que le male gaze, on a aussi le social gaze, on a aussi donc la prise de vue. Comment est-ce qu'on met la focale sur la société ou sur l'élément de la société qui nous intéresse? Nous sommes tous subjectifs. Il y a encore des personnes qui croient en l'objectivité, mais je pense que ces personnes gagneraient à se rendre compte de leur gaze et de le mettre en perspective avec une autre façon de voir le monde et de choisir le plan aussi. Donc on apprend aussi, quand on écrit un scénario, ce que c'est un plan, enfin un gros plan, un plan moyen. Et pour avoir travaillé dans mes films documentaires avec à chaque fois des personnes sur le terrain, je leur ai laissé carte blanche sur le plan. Donc on a dans nos films, on a des personnes qui vont vraiment très près de la personne, qui ont vraiment envie de presque manger le micro, manger la caméra, pour illustrer au plus près le geste, dans le détail. On a des personnes qui sont plus timides, qui ont dû apprendre à oser aller sur le terrain avec un gros machin comme ça qui peut intimider aussi. Donc là, on a des plans larges tout le temps. Hein, donc c'était aussi un défi de combiner en fait dans l'équipe ces prises de vue et de les discuter sans arrêt avec les personnes sur chaque terrain. Donc nous avons aussi montré le rush. Nous avons montré les premiers montages à chaque fois avec les personnes sur le terrain. Donc c'était des elicitation moments. Après, il y a des photo elicitation, video elicitation. Donc, ce sont des moments déclencheurs où on apprend beaucoup sur ce qui se passe sur le terrain, sur les conflits aussi. Pourquoi t'as pas mis ça? Mais celui-là, il est horrible. Il n'a rien à voir avec nous. Il faut le supprimer. Non. Je t'explique pourquoi. Je tenais à montrer aussi ce milieu-là que tu n'aimes pas. Enfin bref, donc rien que ces échanges
échanges-là, en fait, sur nos choix esthétiques, sur nos choix de contenu, nous nourrissent encore dans la connaissance, en fait, sur ce qui se joue sur le terrain. Et je suis d'accord avec toi, on n'a pas besoin de rajouter des intrigues, parce que les malentendus, les ratés, les choses, les moments difficiles qui restent un peu tabous aussi quand on parle d'une thèse où il faut un peu mettre à l'aise les doctorants pour qu'ils osent de dire aussi ce qui ne va pas. Ces choses-là, en fait, on a tenu aussi à les intégrer dans la BD pour qu'on voie aussi que c'est un travail comme un autre qui est marqué par des hauts et des bas, par des interrogations, par des doutes, mais qui reste un travail extrêmement passionnant. Et dans le choix des artistes, on a eu la chance de pouvoir les payer, c'était notre priorité, de rémunérer leur travail de façon correcte. Donc on a fait des appels et je vous fais peut-être circuler la façon dont on a choisi. Donc on va les faire circuler ces 3 planches. Vous verrez, à chaque fois, il y a la même scène dessinée par 2 artistes différents. Donc chaque personne s'est approprié la scène. Donc ça aussi, on doit apprendre à lâcher prise. La personne interprète ce qu'on a vécu, ajuste les bulles, ajuste peut-être les plans aussi, afin de mettre du sien aussi, parce que c'est un travail artistique qui doit être fait en commun. Donc, on n'a plus exactement la même façon de communiquer et les mêmes questions se posent. Jusqu'où on va avec l'humour? Est-ce que on donnerait pas, on mettrait pas de l'eau sur le moulin de Avenir Suisse qui pense qu'on est inutile et que la science doit servir à quelque chose? Si on montre trop à quel point on peut aussi s'immerger dans le terrain, manger, boire avec les personnes, construire des chars de carnaval. Donc, on s'expose aussi en fait à une critique en fait de milieux peut-être un peu anti-intellectuels qui risqueraient de nous dire mais on vous paye pour boire des bières et pour faire carnaval. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc il faut leur montrer que les fêtes sont le reflet des rapports de pouvoir dans une société. Il y a une forme de mise en scène de soi. Pas seulement dans un rituel religieux ou dans une campagne politique, mais aussi dans n'importe quelle façon de pratiquer un rituel. Il y a un enjeu de visibilisation et de pouvoir. Donc, je pense fondamentalement que cette mission, en fait, d'illustrer nos recherches par la bande dessinée, c'est vraiment une contribution aussi à l'esprit civique. Enfin, on est civique. Donc, l'Alliance universitaire européenne, elle est aussi axée là-dessus, en fait, sur la participation politique. Et un souhait aussi que j'aurais, tout comme toi, c'est que la génération des gymnasiennes et gymnasiens, et je vois Nicolas dans la salle où on essaye de faire aussi un atelier éprouvette, en fait, pour les intéresser à d'autres façons de faire de la politique. Cette génération s'intéresse à la politique, elle a juste d'autres façons de s'exprimer. Donc, c'est pas parce qu'on ne va pas voter qu'on ne va pas s'intéresser. Donc, il faut aller les chercher où elles sont. Et c'est un peu le principe de l'anthropologue, évidemment, d'aller voir sur le terrain, de ne pas imposer top-down, art et sciences, allez, on vous donne des crayons dessinés. Non, c'est voir qu'est-ce qui se joue chez vous, qu'est-ce qui est important à vos yeux et comment vous vous exprimez. Donc, si c'est ça ce qu'on peut illustrer, et puis intéresser peut-être 3-4 personnes ou 5 à faire des sciences sociales chez nous, ça serait déjà un pari gagné. C'est marrant, dans ce que tu as raconté, il y a un épisode dans Mitra aussi qui ressemble, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la professeure, elle est elle-même inquiétée dans son poste, donc défiée de montrer à quoi elle sert, et bien sûr, il y a une résolution que je ne dévoile pas, mais ça m'a rappelé ça. Et tu as fait ce travail, tu l'as fait avec des doctorantes et des doctorants dans l'équipe ERC, il y a tous les niveaux de l'étudiante, assistant, secrétaire, doctorante, postdoc et moi-même qui ai mis beaucoup de temps. Je me suis vraiment impliquée, j'ai tenu aussi à être sur chaque terrain. Donc j'ai écrit aussi une méthode de field crossing où on croise les regards, on croise le terrain afin de gagner en cohérence en fait sur nos questionnements et ajuster aussi nos perspectives. Et maintenant, le FNS
nous a accordé en fait dans le grand appel Agora annuel des moyens pour faire cette BD, donc pour écrire le scénario. Donc on a fait des stages avec des scénaristes de différents pays, aussi des pays dans lesquels on a travaillé, notamment le Cameroun, mais aussi la Méditerranée. Donc on peut rémunérer les dessinatrices. On n'a pas assez, donc on est toujours en train de chercher, parce qu'on se rend compte à quel point c'est extrêmement onéreux. Donc avec Claude d'ailleurs et Antipode, on essaye de trouver d'autres moyens pour que ce soit un beau produit, parce que ça doit donner envie, donc ça doit être beau. Enfin, d'un point de... David Monti m'avait dit, quand j'ai commencé le RC, ramène-nous de belles images. Et il avait raison, parce que quand on montre de belles images de nos terrains, ça ne veut pas dire être naïf ou cacher la misère, ça veut dire avoir aussi la mission de donner envie aux personnes de faire des recherches, en fait. Donc je pense que la beauté, l'esthétique ne contredit pas le sérieux avec lequel on travaille. Et on va partout en ce moment aussi avec nos films, à Pôle Sud, à Oblo, à Perty, dans les caravanes de quartier, pour communiquer en fait sur les recherches que nous sommes en train de mener, pour que les personnes en fait dans les différents quartiers lausannois aussi se rendent compte à quoi ça sert, enfin à quoi on sert, parce qu'il y a encore une fois, des débats assez utilitaristes au Grand Conseil notamment aussi. Donc je pense que nous sommes aussi en tant qu'intellectuels amenés à nous défendre, à défendre notre métier, mais sans être dans la défense, c'est-à-dire le défendre de façon proactive en montrant le sens de ce que nous faisons, en fait. Mais il est vrai qu'on s'expose, on s'expose beaucoup en ce moment, on est assez vulnérable aussi. Donc, on prend des risques aussi. À chaque apparition en public, la moindre demi-phrase peut être sortie de son contexte, balancée sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi une expérience intéressante à ce niveau-là, en fait, au niveau de la capacité de communiquer, la capacité aussi de voir la contradiction, la complexité. Parce qu'on est dans un monde aussi où il n'y a plus beaucoup de place pour la complexité et la nuance, et aussi la volonté de s'exprimer que sur ce qu'on maîtrise. C'est-à-dire dire, par exemple, je ne sais pas, ou sur ce sujet-là, je ne peux pas m'exprimer parce que je ne maîtrise pas la langue, je ne maîtrise pas les connaissances de l'art culturel, mais par contre, je peux vous parler de dessinatrices camerounaises qui sont en prison, qu'on a essayé de sortir avec Reporters sans frontières, oui, ça. Donc, reconnaître ses limites aussi, je pense, ça devient presque courageux, en fait, aujourd'hui, de dire ça je maîtrise, mais ça je ne maîtrise pas. Et ça devient aussi un acte courageux de dire je parle avec tout le monde. Et j'ai beaucoup apprécié dans ta BD que tu parles avec tout le monde. Que tu ne fasses pas que les choses qui sont politiquement correctes, mais que tu essayes aussi de montrer différents points de vue, des points de vue qui ne plaisent pas forcément, qui ne sont pas à la mode, mais qui existent. Et je pense que c'est notre boulot aussi en sciences sociales de regarder ce qui existe et de laisser aussi à autrui le jugement, enfin de faire confiance en ses capacités intellectuelles de se faire une opinion. Voilà, merci. Excellent, merci Monica. C'est pour Daniel. Hop. Voilà, Daniel, c'est à toi. Non, j'aurai le temps après. Voilà, alors ce que je vais dire va entrer en résonance avec beaucoup de choses qui ont déjà été bien dites. Je voulais juste rappeler aussi d'où je viens, parce que je me suis spécialisée en théâtre les 25 dernières années, mais en fait j'ai fait ma thèse sur un vulgarisateur scientifique du 19e siècle qui s'appelle Camille Flammarion, qui est l'auteur d'une astronomie populaire qui a été traduite, je pense, dans toutes les langues du globe, et qui a écrit beaucoup de romans et de nouvelles pour diffuser le savoir astronomique qui était en plein bouleversement à son époque. Donc voilà, je viens de la vulgarisation avec tous les guillemets qu'on veut bien mettre, puisque c'est un terme du 19e siècle.
Et cet intérêt a fait qu'au moment du projet triangulaire, les plus vieux d'entre vous se souviennent qu'il fut un temps où les PFL Genève et Lausanne étaient en discussion pour que l'université se sépare de ses branches de sciences dures. Et dans le cadre de ce projet, le fameux programme de sciences humaines destiné aux étudiants de l'EPFL était mis au concours en quelque sorte. Et donc, vu mon intérêt, je me suis dit, mais ça serait super d'aller parler aux étudiants de l'EPFL. Voilà. Et le cours que nous avons mis en place en section de français à l'époque s'appelait Récit, sciences et fiction. Récit, sciences et fiction. Donc, 3 choses, pas 2. Et dans ce cadre, eh bien, on traitait des films, des romans, de la bande dessinée, qui sont 3 arts. Il n'y en a pas un qui est entre 2 autres. C'est pour ça que je te chicanais. Et en fait, aussi, non seulement pour les rendre sensibles aux questions d'analyse de ce type de produit, mais justement pour introduire un tiers dans l'opposition science et art ou science et fiction. Parce que quand on est dans ces duos, on a l'impression qu'il y en a toujours un qui est un peu l'exhausteur de goût, voir le sucre autour de la pilule amère, comme si on enrobait quelque chose avec autre chose. Et en fait, la question du récit, et tu en as parlé Dominique, me paraît fondamentale, de l'intrigue, de la narration, comme vous voulez, sans que ce soit un exhausteur ou un peu de sucre, tout simplement parce que l'activité scientifique est une action humaine, que l'action humaine on en rend compte par le récit, et donc qu'il est tout à fait naturel de raconter l'activité scientifique. Et là, on est tout de suite dans le dur, c'est-à-dire que l'activité scientifique est une activité située. Il faut arrêter de croire qu'on est des cerveaux qui sont en orbite, je ne sais où. C'est une activité qui est située, elle a besoin d'argent, elle a besoin d'infrastructures, elle a besoin de personnes, elle a besoin de soutien politique, enfin tout ce que vous savez très bien. Et donc, le récit est parfaitement adapté. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient ajouter. Si je me rends compte de l'activité scientifique, je raconte. D'où le choix épatant de l'analyse de controverse, qui est typiquement une investigation scientifique de sciences sociales. Et en fait, tu racontes, tu scénarises l'analyse de controverse. Donc, tu ne scénarises pas une histoire qui se passe dans le milieu du glyphosate, tu scénarises l'analyse de controverse. En choisissant pour héros pas tant Mitra que les étudiants. Enfin, pas tant la prof que les étudiants qui mènent une investigation tout en apprenant comment la faire. Et Mitra est là pour leur dire comment faire, les corriger quand ça part un peu en vrille. Donc, pour moi, on est là, c'est-à-dire que le récit est à une place vraiment idéale, qui est de raconter comment on essaie de la façon la plus neutre possible, la plus méthodique possible, de mener une investigation avec tous les écueils. Et en fait, les accidents, les tournants, les problèmes, ils vont être rencontrés au gré de cette investigation. Ils ne sont pas apportés de l'extérieur, ou très peu. On en rediscutera encore. Mais ils viennent de l'intérieur de c'est des obstacles à l'investigation qui font problème ou qui font événement. Ce n'est pas tout d'un coup le papa qui meurt d'un cancer. Mais je comprends très bien pourquoi tu l'as mis, mais typiquement, c'est la différence des événements qui sont au cours du fil de l'action et d'autres qui sont des événements contingents qui viennent apporter quelque chose au bon moment. Alors, j'ai parlé d'activités scientifiques situées. Et au cours, enfin c'était au siècle dernier, hein, ma thèse, mais en fait, juste une petite parenthèse, avec mes étudiants, j'avais l'habitude de dire le siècle dernier pour le 19e siècle, jusqu'à ce qu'ils me disent, vous savez madame, le 19e siècle, non c'est le 20e, le siècle dernier, merci. Bon voilà, je ferme la parenthèse.
Oui, alors j'avais en fait mis le doigt sur cette idée que la situation, c'était vraiment l'atome central de toute configuration d'un geste de vulgarisation. Alors après, ces situations peuvent être enchaînées comme un récit, mais parfois pas. Mais la situation, c'est vraiment le cœur de la question. Ça, c'était encore une parenthèse. Oui, l'analyse de controverse. Ça, c'est mon autre parcours à la direction de l'université. J'ai découvert l'analyse des controverses à l'interface sciences-société. Là aussi, c'est pour les ancêtres. L'interface sciences-société qui était à l'époque dirigée par Alain Kaufmann et qui était en charge des éprouvettes, mais aussi d'activités avec les professeurs du secondaire. Et on avait mis en place, en fait, une tentative de faire une jonction entre les professeurs du secondaire et l'université. Et on avait fait un atelier d'analyse de controverse. D'où le fait que je connais l'analyse de controverse, bien que je sois une lettreuse en français, spécialiste de théâtre, bref. Et j'aurais pu poser une question à Dominique à ce sujet, c'est-à-dire que tu scénarises l'analyse de controverse, tu montres les étudiants passant d'un entretien à l'autre, et ça c'est formidable parce qu'il y a toutes sortes d'entretiens, de dialogues, c'est vraiment la base, hein, c'est les dialogues entre l'étudiant et la prof, entre étudiants, entre les étudiants et les acteurs, entre acteurs, des disputes entre les étudiants, des disputes entre acteurs, des disputes entre professeurs, bref, le combinatoire très 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 vaste, mais qui est typique de l'analyse de controverse. Et on les suit dans cette analyse. Du coup, l'analyse de controverse est en second plan. C'est-à-dire que c'est ce qui leur permet de faire tout ça. Donc, on revient en quelque sorte à la source de l'analyse de controverse, qui sont les entretiens. Et on les voit parfois rendre compte de cette activité à leurs professeurs. Mais du coup, mon regret, puisque moi j'ai eu tant de plaisir à apprendre cette méthodologie, eh bien, c'est que parfois, le rapport, c'est-à-dire ce qui rend analysable cette quantité astronomique de discours, à savoir les modèles de l'analyse de controverse, sont parfois à l'arrière-plan sur un tableau noir écrit tout petit. Alors on comprend qu'il faut faire la chronologie, qu'il faut identifier les acteurs, qu'on essaie de les représenter, qu'il y a des arènes, etc. Et là, je suis comme vous, je me demande si le dossier de l'analyse de controverse, avec la chronologie, les arènes, etc., n'aurait pas pu figurer à la fin. C'est-à-dire que ce qui est à l'arrière-plan, et on comprend très bien dans les images, n'avait pas sa place à la fin pour dire voilà ce qu'ont produit les étudiants. Parce que même dans la restitution qu'ils font à la fin, on n'a droit qu'aux conclusions et pas en fait aux modèles qui sont la représentation qui rend compréhensible les arènes, la chronologie, les ensembles d'acteurs, les réseaux d'acteurs et leur... Et donc, c'est presque comme si tu faisais du teasing pour dire c'est super l'analyse de controverse, mais je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que le sujet, c'est le glyphosate. Hein, et peut-être qu'à cet égard, on se demande quel est l'objet de la vulgarisation. Est-ce que, d'ailleurs, dans ton discours aussi, est-ce que le glyphosate est l'occasion de diffuser quelque chose sur les sciences sociales et ses méthodes, ou bien l'objet, c'est la controverse sur les glyphosates? Ça m'intéresserait de savoir ce qui pour toi est premier. Est-ce que c'est l'analyse de controverse qui est l'objet de la médiation de savoir, ou c'est l'affaire des glyphosates? Mais c'est énorme dans les deux cas, hein, on comprend bien. Parce que... oui, enfin, tu retiens cette question? Parce que je voulais rajouter un dernier élément qui est de l'ordre de la fiction peut-être, et pas du récit. C'est le personnage de Mitra. Pour moi, c'est très évident que c'est toi. D'ailleurs, elle a ton âge. Elle a ton âge parce qu'elle travaille déjà dans un laboratoire dans les années 70. Et je viens d'apprendre que tu as fait ça aussi. Donc Mitra a ton âge. Mais évidemment, elle n'a pas le visage qu'on a à ton âge. Preuve. Hein. Alors ça, c'est très étonnant parce que tu as dit aussi qu'elle était inexpressive.
et on a pu comprendre que c'était pour encourager l'empathie. Enfin, c'est comme Tintin, elle a un petit côté Tintin. Tout le monde peut s'identifier à Mitra, même si c'est pas elle. Enfin, c'est l'héroïne de l'ombre en quelque sorte. C'est la super-héros qui motive ses étudiants. Mais il y a une intrigue à son sujet. Et cette intrigue m'intrigue. Outre son âge, enfin, j'aimerais bien savoir quel est son chirurgien. Donc, Mitra est l'héroïne en tant que professeur de sciences sociales dans une école d'agro. Et c'est toi. Mais Mitra, c'est aussi dans la mythologie. Oui, la déesse de la justice. Tout à fait. Avec un H. Le dieu de l'amitié, Du contrat et de la justice. Tu veux le redire dans le micro? Dans la mythologie indo-iranienne, Mitra est un dieu de l'amitié, du contrat et de la justice. Une sorte d'Hermès. Alors c'est une déesse, c'est peut-être mieux encore qu'une super-héros héroïne. C'est une déesse. Alors tu es une déesse, mais ça on va... Deuxième question. Mais enfin, voilà, elle a 6 crédits dans un cursus de sciences agronomiques dans une école d'agronomie. Est-ce qu'il y a un rapport avec ton rôle à l'EPFL? Deuxième question. Et il y a une intrigue avec un suspense à ce propos. Tu l'as dit, Mitra est identifiée comme fauteuse de troubles par son directeur d'institution. Et il y a un méchant dans cette histoire. Le méchant, c'est pas les industriels. Enfin, c'est des semi-méchants, mais on les décrit de façon neutre. Les industriels, les lobbies, bref. Mais le vrai méchant, c'est le directeur de l'institution. Et le suspense, il est sur est-ce que Mitra va se faire virer par son directeur qui va jusqu'à fouiller dans son ordinateur pour prouver qu'elle motive les étudiants à être des activistes, etc. Bref, il a des gros sourcils noirs, c'est un affreux. Et c'est non seulement le directeur, donc je me dis, est-ce que tu as un problème avec les directions ? C'est non seulement un directeur, mais c'est un scientifique dur. Et là aussi, il y a quelque chose. Et là, pour moi, est la fiction où tu te permets la caricature. Tu ne te permets pas la caricature, comme on l'a dit, sur tout ce qui concerne le glyphosate. Le lieu de la caricature et du suspense, où il y a des vrais gentils et des vrais méchants, c'est l'école. C'est les sciences dures contre les sciences humaines. C'est le directeur contre sa prof. Et ça m'intrigue. Excellent. Bravo. Bon. Alors, 4 questions, mais attends, Dominique, parce que, bon, là, dans la multiplication des éclairages, moi j'ai un micro d'office, moi. C'est un privilège. Voilà, exactement. Dans la multiplication des points de vue, là, on est très très bon, je trouve, puisque vraiment on a eu 3 points de vue complètement différents, et on va en entendre un 4e. Alors, garde tes réponses, parce qu'évidemment, c'était touffu ce que Daniel a apporté, mais peut-être que Nolwenn va encore nous apporter d'autres questionnements. Qu'est-ce que tu préfères ? Toi, tu aimerais que je... Alors, si tu veux répondre et commenter, fais-le rapidement. Non, ça dépend de ce que tu as l'intention de dire. Si tu préfères que je réponde d'abord à Daniel, parce que ça ne va pas marcher sur ce que tu as prévu. Non, je trouve qu'il y a des thématiques transverses, quoi, par rapport à qui est le vrai héros de cette histoire, qui est le vrai méchant. Bon, ben réponds rapidement pour laisser la parole à Nolwenn. Alors, parce que tu avais dit 3, mais il y a 4 questions. La première, c'est le père d'un étudiant qui a un cancer à la fin. Je reste, c'est très intéressant comme histoire. Le problème, c'est un nombre de pages. Je pensais que 6 feuillets, ça faisait 96 pages. Et j'avais fait tout, et j'avais compris qu'il fallait des pages de garde, qu'il fallait 8 pages de garde. Et donc, je pensais que 96 pages, c'était pages de garde compris. Mais quand je suis allé chez l'imprimeur, j'ai passé une journée avec les gens de l'imprimerie, j'ai compris que les pages de garde ne comptaient pas dans les 96. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que je passe
à 8 pages en moins ou est-ce que je rajoute 8 pages? Mais comme il y avait déjà beaucoup de texte, je me suis dit ça fait pas mal de rajouter, etc. Par ailleurs, j'avais reçu une critique, enfin un commentaire de quelqu'un qui avait pointé le fait que bon, les étudiants, ils évoluent aussi chemin faisant, enfin, et notamment celui-là, il devient de plus en plus agressif. Et puis sur la fin, il y a quelque chose qui se passe en lui, ça change. Et je me suis dit, oui, effectivement, il faut le rendre de façon plus significative. Et donc j'ai rajouté une page qui est une espèce de Deus ex machina. C'est son père qui, enfin, il reçoit un coup de fil, son père qui meurt, et tout d'un coup, pour lui, le monde s'effondre. Il ne change pas immédiatement d'attitude par rapport aux autres étudiants, mais à la fin, on voit le dialogue qu'il a avec la prof, on voit que il est vraiment travaillé, et la position un peu caricaturale qu'il avait développée, et tout est branlé. Mais c'est y compris une histoire très très contingente de nombre de pages. Sur la question de l'analyse, enfin, ce que c'est le glyphosate ou la controverse, pour moi c'est la controverse, l'analyse de controverse et les sciences sociales, c'est ça que je veux mettre en avant. Je ne voulais pas spécialement faire sur le glyphosate, mais je me rends compte effectivement que la BD a beaucoup de succès par rapport à la question du glyphosate. Je suis surpris du nombre d'ingénieurs et d'industriels qui demandent la BD. Mais c'est la question du glyphosate. C'était pas ça pour moi. Le glyphosate, ça aurait pu être un autre pesticide, ça aurait pu être un médicament. Enfin, c'était pas très important. C'est un peu une excuse. C'est pas inventé, mais c'est un peu une excuse. Mais en fait, effectivement, la question se pose. Effectivement, je dirais la méthodologie d'analyse et les arguments scientifiques, sciences sociales de l'analyse de controverse, effectivement, sont parfois un peu explicites, notamment le dialogue entre le prof et les étudiants. Parfois, comme tu dis, c'est écrit sur le tableau. Les étudiants font, mais ce qu'ils font est en fait expliqué par le fait que voilà, les entrées de l'analyse, etc. Alors, il y a un enjeu sur comment on visualise le résultat. Alors, très vite, je le mets en scène à propos de la fin d'un exposé d'un autre groupe où on voit qu'ils fabriquent une visualisation et finalement, les étudiants, on a l'impression qu'à la fin, eux ne font pas une visualisation parce qu'il y a tellement de contenu qu'ils font des pages et des pages et des pages d'un paperboard, etc. Et là, la question, pour moi, s'est posée de dire, il y a besoin à un moment donné d'avoir cette synthèse-là, que les étudiants font, mais qu'il y a une énorme synthèse. On a besoin de l'avoir. Et je n'avais pas envie de faire, comme ça se fait dans pas mal de BD, notamment historiques, on a une BD, on a un récit, et à la fin on a un dossier pédagogique, en gros, que personne ne va lire, ou alors parfois quand on va le lire, on se dit, bon, ben, en fait, il n'y avait pas besoin de lire la bande dessinée, parce que, voilà. Je me suis dit, non, ça, je ne veux pas. Je veux que l'essentiel de ce qu'il y aurait dans le dossier pédagogique soit dedans. Mais ça risque d'alourdir considérablement. Et du coup, j'ai inventé une astuce de mise en page, c'est-à-dire elle est dedans, c'est les paperboards que les étudiants remplissent, donc on les voit remplir, on a la synthèse au milieu, mais si la personne ne veut pas lire la synthèse, on peut continuer à lire l'histoire sans lire la synthèse. Mais si on veut lire la synthèse, on l'a au fur et à mesure du dialogue. Donc j'espère que ça passe pour le lecteur, que c'est pas trop lourd, que celui qui veut l'avoir. Et parce que j'ai eu plusieurs échos de gens qui disaient mais la synthèse toute seule, elle est passionnante. Donc elle est dedans. Donc voilà. Alors après tu avais d'autres questions, ça elles me sont déjà. Ah oui. Alors tu n'es pas la première à m'avoir dit Mitra, c'est moi. Oui. Je pense qu'il n'y a rien de surprenant parce que je vois les auteurs de romans, de BD, etc. Enfin, il y a toujours une part d'eux dedans. Enfin, et c'est clair, y compris parce que il y a des choses qu'on a vues ou on a vécues et c'est plus facile à documenter ce qu'on a vu et qu'on a vécu. C'est une des raisons pour lesquelles on fait de l'ethnographie. Donc il y a de ça, mais pas que. C'est-à-dire il y a très clairement des choses que j'ai mis dans ce personnage-là qui viennent de collègues qui ont vécu ou des choses vécues dans d'autres institutions. Moi, j'ai jamais eu de problème avec la direction de l'EPFL. Comment ? Non, effectivement. Donc, mais par contre, le personnage du directeur de l'école m'est inspiré par un collègue qui m'a passablement énervé, qui n'était pas en position de direction, mais quand même hégémonique. Voilà.
qui n'était pas sciences dures. C'est pas une attaque contre les sciences dures, mais effectivement, il y a je suis inspiré de choses vues et vécues, mais c'est un personnage composé. Le personnage est une fiction. Cela dit, le storyboard, je l'avais montré à quelques collègues, notamment une collègue qui est prof d'analyse et controverse dans une école d'ingénieurs agronomes à Montpellier, qui m'a dit « mais c'est mon histoire, c'est mes conflits avec la direction de l'école ». Je dis « mais je ne savais pas ». Mais voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Et par rapport à Sciences Dures, c'est pas juste ton analyse quand tu dis... lui, comme directeur, il est sciences dures, il est caricaturé. J'étais gêné par le fait qu'il était caricaturé, mais en même temps, je disais, mais il y a des gens, je les ai vus, ils sont comme ça. Il y a des gens, ils sont des caricatures d'eux-mêmes. Et plusieurs personnes m'ont dit, oui, lui, c'est le méchant, mais on en connaît des comme ça. Donc, je suis un peu rassuré là-dessus. C'est le seul méchant, alors que dans l'école, il y en a d'autres de sciences dures. Il y a un prof de génie des procédés, il y a un prof de chimie organique, il y a d'autres sciences dures. Mais lui, il est une caricature de sciences dures dans le sens qu'il a fait toute sa carrière dans des laboratoires, des congrès scientifiques et publié dans des revues avec des étoiles, et il ne connaît rien d'autre. Il est dans une école d'agronomie, il considère que ses collègues en sciences agronomiques font du tourisme agricole. Ça, je l'ai entendu dans des écoles, plusieurs fois, dans des écoles d'agronomie, des critiques entre profs comme ça. Donc, c'est pas contre les sciences dures. Ça, j'ai veillé à ce qu'on n'ait pas... C'est une vision d'un sens. Mais il se trouve que c'est quelqu'un des sciences dures, mais c'est surtout quelqu'un qui a une vision très étroite de ce que c'est que la science. Je crois que c'est ça. Mais par contre, ce que j'ai veillé, c'est que la science ne soit pas réduite à une image, que l'industrie ne soit pas réduite à une image. Et donc, on a une pluralité d'industriels, on a une pluralité de gens de sciences dures. Ça, j'ai veillé à ça. Après, je ne sais pas si c'est perçu ou pas. Enfin, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Mais c'est de là que vient le happy end, parce qu'il ne pas évidemment. Oui, oui. Mais il n'y a pas de fin à faire du glyphosate. Non, il n'y a pas de fin. Il y a un happy end pour les étudiants, et encore, ils sont interpellés par quelqu'un. Là, c'est quelque chose que j'ai aussi rajouté à cause du nombre de pages qu'on m'a dit, mais écoute, tu as passé outre de la question nord-sud. Je dis, ah ben oui, merde. Bon, je l'ai réglé en 2 cases. Je suis désolé, mais bon, en 2 cases qui sont une ouverture. L'étudiant dit, ah oui, j'aimerais bien faire ma thèse sur ce sujet-là. Mais le happy end, si on veut, c'est la restitution en public de l'analyse de controverse. Et merci pour cet hommage à notre démarche, parce que franchement, avec les étudiants, en quelques heures, moi, ça m'est déjà arrivé de parvenir à un résultat bien plus robuste, pluraliste que ce qui est fait parfois dans des institutions, des commissions d'éthique, simplement en mettant en scène l'analyse de controverse avec de véritables documents. Alors là, je ne résiste pas à vous donner la parole à Nolwenn, de citer ce passage où c'est une journaliste qui pose la question dans cette restitution publique de l'analyse de controverse sur le glyphosate et qui dit « Que pensez-vous de l'intégration de non-scientifiques dans l'expertise ?» Et c'est l'étudiante qui répond, elle permet d'élargir les points de vue, d'attirer l'attention sur des éléments sous-estimés par la communauté scientifique, de soulever d'autres questions, voire d'apporter des connaissances qui échappaient aux chercheurs. Voilà, ça c'est vraiment ce qui permet d'enrichir les savoirs scientifiques par les savoirs sociaux et qui fait pleinement partie de notre démarche. Et ça, c'est pas un happy end du tout artificiel, c'est la fin de la démarche. Le happy end, c'est qu'elle ne se fait pas virer. C'est lui qui va se faire virer, je suppose. Oui, tout à fait. Oui. Bon, alors on va lancer encore d'autres questions avec Nolwenn Buller. Je te donne enfin la parole. C'est bon. Merci. Tout le monde m'entend? Ouais, c'est bon. Merci Dominique pour cette invitation et je suis ravie de pouvoir participer à cette table ronde autour de ce beau projet de bande dessinée. Donc j'ai eu le plaisir de parcourir une première version et une partie seulement de la bande dessinée et j'ai été vraiment impressionnée par l'ampleur que le projet a pris et la complexité du propos aussi et son ambition. Donc, afin de souligner l'importance de ce projet, j'aimerais commencer par vous raconter une situation dans laquelle je me suis retrouvée la semaine passée.
Donc, travaillant sur les questions de toxicité et d'exposition, j'ai été invitée à un événement organisé par l'Académie suisse des sciences qui s'appelle Sciences et politique à table. L'événement consiste à réunir des experts scientifiques, notamment des sciences dites dures, donc j'étais la seule représentante des sciences sociales, et des parlementaires issus des différents partis politiques et membres du Conseil des États et du Conseil national. Et cette rencontre a lieu donc dans un palace bernois à proximité du Conseil fédéral. La problématique qui nous réunissait ce jour était les PFAS, aussi appelés polluants éternels, en raison de leur très grande stabilité chimique et longue durée de vie, qui fait qu'ils s'accumulent dans les sols, les eaux, les corps, animaux et humains. Donc les PFAS, comme vous le savez peut-être, ça recouvre une famille de substances chimiques qui sont fabriquées à grande échelle par l'industrie depuis les années 50 et utilisées dans toute une série de produits d'usage courant, tels que des poêles, des peintures, des enduits pour les papiers et les plastiques, ou encore l'électronique. En raison de leurs propriétés hydrofuges, donc imperméabilisantes, anti-graisse et anti-salissure. Les recherches sur les effets sanitaires des PFAS, qui sont donc des perturbateurs endocriniens, indiquent des effets au niveau du système immunitaire, du système métabolique et des risques accrus de certains cancers. Donc, alors que les participantes et participants s'installent aux tables rondes, un des organisateurs m'explique que généralement, les discussions sont très intéressantes et se déroulent sans heurts. En effet, la politique est faite là-bas, et il me désigne le palais fédéral, alors que dans cette salle, la discussion reste strictement scientifique. Nous apportons des faits, nous ne prenons pas position, me rappelle-t-il. Suivant les présentations des deux experts invités. La première se focalisant sur les problèmes environnementaux et sanitaires générés par les PFAS. La deuxième sur les possibilités technologiques et régulatoires pour y remédier. Les parlementaires donc posent toute une série de questions. J'apprends au travers de la discussion que les valeurs limites des PFAS sont calculées de façon très différente selon que l'on considère l'eau, les sols, les aliments ou la santé, et que si les substances sont facilement remplaçables, par exemple dans les emballages, il est beaucoup plus difficile de trouver des substituts pour tout ce qui touche les produits médicaux. À la fin du repas, alors que j'échange quelques mots avec ma voisine de table, donc une parlementaire, je souligne avec une sorte d'enthousiasme ces différents points qui montrent la complexité du problème et l'impossibilité d'y répondre avec des solutions simples. Légèrement irritée, elle me dit que les scientifiques sont beaucoup trop prudents, qu'en tant que politiciens, ils ont besoin de faits solides, robustes, pour faire avancer les mesures politiques et renforcer les régulations, pas de complexité. Afin de m'expliquer son point, elle me raconte ensuite qu'elle doit participer le lendemain au vote d'une motion visant à faire des valeurs limites des PFAS qui prennent en compte les besoins économiques du monde agricole, ceci au détriment des risques sanitaires et environnementaux. Je lui demande si la discussion lui a été utile pour ce vote, pour ce débat qui vont avoir lieu le lendemain, et elle me répond que oui, c'est intéressant, mais que de toute manière, le vote est déjà joué, le déséquilibre des forces en défaveur des arguments écologiques trop grands, il n'y a rien à faire, et les scientifiques ne sont en l'occurrence pas d'une grande aide. Donc je ressors de cet événement avec la confirmation, si besoin était, que malgré les efforts pour maintenir une frontière étanche entre science et politique, ce qui s'est joué durant le repas est profondément politique. Je ressors également avec le sentiment un peu frustrant d'avoir participé à une sorte de pièce de théâtre, au script bien défini, chacun jouant sa partition, les rôles étant connus à l'avance, l'issue des discussions étant également quelque part définie en amont, un script laissant peu de place à la créativité ou à la réflexion de fond. Un script qui, malgré la qualité de la discussion, semble peu susceptible de faire une différence. Ceci m'amène à ton travail, Dominique, autour de cet autre script que tu dessines pour les sciences sociales. Un script qui laisse plus de place à la complexité, à la prise en compte de multiples perspectives, à la créativité et peut-être à des imaginaires susceptibles de faire une différence autrement. Donc les SCS ont une longue histoire d'engagement et d'intervention dans les mondes qu'ils étudient. Les STS ont développé différents outils participatifs, se sont engagés dans les cercles politiques pour agir sur des régulations, comme tu nous le rappelles avec l'engagement de Brice Laurent à l'ANSES. Les STS ont cherché à soutenir les associations de patients ou de citoyens-citoyennes dans leur quête de reconnaissance ou leur démarche de production de connaissances. Mais elles ont peu exploité jusqu'à présent le médium de la bande dessinée. Et ton travail montre à quel point il peut être utile pour ouvrir les scripts surcodés
des rapports entre sciences, politique et société, pour tracer des chemins hors des cercles académiques et potentiellement atteindre et intéresser des publics plus larges et plus jeunes aussi. Donc le projet est ambitieux car il nous raconte différentes histoires entrelacées. Des histoires qui mettent véritablement en action les analyses et apports des études sociales des sciences et technologies. Donc si Mitra, la professeure de STS, est en couverture, pour moi le héros de la BD, c'est pas les étudiants, mais c'est intéressant, comme on peut en discuter après comme débat, mais moi j'ai eu vraiment le sentiment, et c'est probablement vraiment juste ma perception, que c'était le glyphosate et les controverses dans lesquelles cette substance est embarquée. Nous apprenons avec beaucoup de détails et de précision comment cette substance est née, comment elle a été utilisée, combinée avec d'autres adjuvants, quels sont ses effets sur les plantes, les animaux et les humains. L'histoire du glyphosate, de ses usages, de ses régulations, de ses controverses, est indissociable de l'histoire scientifique qui cherche à comprendre ses effets sur les corps humains et non humains, et dont on scripte une grande attention est apportée aux détails des études scientifiques, aux méthodes qui sont utilisées, aux doutes des chercheuses, à leurs tâtonnements, aux débats que les résultats suscitent, aux difficultés de traduire ces résultats dans les régulations. Et ceci nous permet de comprendre la complexité des processus qui participent à ce qu'on appelle en STS la production de l'ignorance. Ton travail résonne ici avec le travail de Vinken Adams, une anthropologue STS américaine qui a étudié le glyphosate et qui décrit bien le tourbillon dans lequel elle a été prise dès qu'elle s'est intéressée au glyphosate. Tu peux peut-être mettre la citation. Mais elle nous montre au fait comment plus elle cherche à saisir quelque part le glyphosate, ses effets, plus cette substance échappe à la compréhension, défiant toute intention de pouvoir le stabiliser dans un fait scientifique solide. Donc, fidèle au principe de symétrie cher au STS, l'histoire du glyphosate, de sa science et de ses régulations est entrelacée avec une autre histoire qui est très importante, celle des sciences sociales en train de se faire. Et donc, au travers de l'étude de controverses réalisée par les étudiantes et étudiants, nous découvrons non seulement une méthode, telle que Daniel l'a souligné, enseignée en STS, donc l'analyse des controverses, mais aussi des conditions d'enquête en sciences sociales, un milieu interdisciplinaire tendu, des rapports compliqués à l'industrie, des pressions subies, des différentes versions de l'éthique de la recherche, la fragilité des carrières aussi. Cette bande dessinée nous fait comprendre l'importance de l'enseignement comme formation à la recherche, mais aussi comme espace pour réfléchir au sens de sa pratique professionnelle, comme espace pour résister à l'amincissement du monde, comme le formulent Didier Debèze et Isabelle Stengers, c'est-à-dire résister à la peur d'être dupe qui conduirait les modernes à réduire la densité des modes d'existence, la pluralité des relations que nous pouvons entretenir avec les êtres qui forment nos milieux et qu'ils entretiennent entre eux, l'hétérogénéité de nos savoirs, cette surabondance du réel, donc de la réduire à une seule logique, une seule et unique couche d'existence. L'enseignement donc comme espace pour ouvrir des possibles, comme le montrent les bifurcations dans les trajectoires des étudiantes et étudiants, leur remise en question, leur propre mise en mouvement. Aussi, ta bande dessinée propose un outil vraiment novateur, intéressant, important. C'est un outil d'enquête qui permet de restituer les difficultés d'apprentissage sur des sujets aussi techniques et complexes que celui du glyphosate, en mettant en scène une véritable trajectoire apprenante au fil de laquelle le ou la lectrice et enquêteur-enquêtrice devient plus instruit des questions complexes posées par cette substance, ne s'en laisse pas compter et développe aussi une véritable culture des enjeux. Donc dans ce script, ce qui compte, c'est le chemin emprunté, pas uniquement la destination finale. Et on peut faire le pari que par l'usage d'un médium aussi visuel que la bande dessinée, ton ouvrage, Dominique, contribue à une véritable culture sensible de ces enjeux, les resituant dans notre champ de perception, rendant le glyphosate et son côté insaisissable, ce que Vinken Adams désigne comme le swirl, visible, tangible et dissible. Donc finalement, en filigrane s'esquisse une troisième histoire. Pour moi, celle du monde agricole, des paysans qui sont pointés comme des pollueurs, qui sont dépendants du glyphosate, qui l'utilisent parfois pour se donner la mort. La bande dessinée s'ouvre ainsi avec le suicide tragique d'un agriculteur et les soupçons sur le rôle que les étudiants et leur travail d'enquête auraient pu jouer dans cette mort. Même si les réalités du monde paysan d'aujourd'hui ne sont pas approfondies dans la bande dessinée, on sent une attention à l'impact intime, personnel, que des sujets tels que les controverses sur le glyphosate peuvent
avoir sur les individus concernés. Au-delà du paysan, je pense aussi au questionnement personnel des étudiants et des chercheuses quand des questions posées par la toxicité de la substance herbicide font irruption dans leur vie. Dans un petit projet appelé Chémo Agro, j'ai travaillé avec Sarah Weber, une jeune chercheuse que tu connais, pour comprendre comment les agriculteurs du canton de Vaud vivent les risques liés à l'utilisation des pesticides. Nous étions intéressés tant à explorer leur perception sensorielle, corporelle du risque, que la manière dont le risque matérialise dans leur vie quotidienne, alors qu'ils doivent utiliser ces produits de façon très régulière. Nous voulions ainsi contribuer aux analyses sur la production de l'ignorance et des incertitudes en mettant en avant les processus de production par le bas, sans évidemment reproduire une logique qui consisterait à blâmer les agriculteurs. Donc ce que nous avons mis à jour, ce sont les tactiques ou les stratégies qui sont déployées par les agriculteuristes pour faire avec un produit considéré comme un mal nécessaire pour composer au jour le jour avec le risque, dans un contexte de grande dépendance aux politiques agricoles où leur travail n'est pas viable économiquement et où ils sont dépendants de subventions financières étatiques, montrant à quel point les pesticides sont imbriqués dans un système complexe duquel il n'est pas facile de se dégager. Ce qui est sorti aussi, c'est la souffrance générée par le stigmate du paysan pollueur. Tu peux peut-être mettre la dernière. Ah, tu l'as mise. Oui, je l'ai mise. Alors que les polluants sont partout, comme nous le rappelle l'omniprésence des PFAS, et mettent en jeu notre responsabilité collective et politique face à leurs effets environnementaux et sanitaires. Nous avons conclu cet article en montrant l'absence de dialogue entre les mondes de la santé publique et les mondes paysans. Or, ta bande dessinée constitue une réponse à cet appel, notamment au travers du soin que tu apportes pour mettre en scène les différentes perspectives et réalités des divers acteurs impliqués. Au travers des différentes histoires que tu nous racontes, plus qu'une analyse de controverse, plus que l'histoire des sciences sociales en train de se faire, ce qui s'esquisse aussi, c'est un script dessinant les liens entre différents mondes et fonctionnant comme un outil ouvrant potentiellement, véritablement, le dialogue entre eux. Donc merci Dominique pour partager ainsi ton travail. Alors, merci beaucoup à toutes les quatre pour vos interventions très très multiples qui ont amené vraiment beaucoup d'éclairages différents. Je me permets de donner la parole à la salle ou comme ça à qui veut. Moi, j'ai moi-même des questions et des thématiques de relance. Donc, si tu es d'accord aussi, Dominique, peut-être ça va varier encore les questionnements. Voilà, je vais revenir d'ailleurs à quelques questionnements qui me tiennent à cœur personnellement. Et oui, les voilà. Alors, on a déjà évoqué le média BD pour partager des enjeux de société avec différents publics. La mise en récit de questions sociologiques. Et moi, une question qui me taraude beaucoup, c'est Isabelle Stengers, qui est donc une collègue assez connue de l'Université libre de Bruxelles, qui a été invitée de nombreuses fois à l'Université de Lausanne, je l'ai vue la première fois en 1993, et qui dit « les sciences sociales », alors ça ne vous concerne pas, vous, les humanités, mais pour les sciences sociales, elles se sont interdites d'utiliser la fiction dès le départ, pour faire science, en fait, pour être scientifique. On s'est interdit la fiction alors que on voit bien à travers une BD, mais à travers 1000 autres romans et œuvres, comment la fiction nous permet d'accéder et de faire accéder à des publics, à des réalités qui sont celles qu'on décrit laborieusement dans nos papiers que pas grand monde lit. Donc voilà, est-ce qu'on ne cesse de retrouver la fiction dans notre travail pour essayer de mieux le communiquer? Ça, c'est une de mes questions. Mais il y a aussi Nolwenn qui a posé diverses questions, hein, et vous avez effleuré aussi plusieurs fois le choix de femmes dans les personnages de la BD. Voilà, on pourrait en parler. Mais maintenant, si vous avez eu l'occasion de mijoter vos questions ou vos interventions, je vous invite à demander le micro pour prendre la parole. Voilà. C'est Oana qui va vous le transmettre. Marc, pendant que... Oui, Nathalie, c'est ça? Oui. Voilà, Nathalie. Alors, merci à toutes et à tous. Merci à Dominique pour son grand et laborieux travail. Je voulais savoir comment tu décrirais la sensation de création que tu as eue tout au long de son travail,
toi qui es plutôt un scientifique, comment est-ce que tu as accueilli et ressenti le processus créateur en toi? C'est assez difficile, c'est pas évident, mais en même temps, il y a bien des choses comme ça, parce que selon les étapes du travail, j'ai pas ressenti la même chose. Y compris quand je me suis lancé dans le dessin, donc incompétent, enfin bon, voilà. Enfin, j'ai pris du plaisir, même si le résultat, j'ai aucune prétention sur la qualité graphique ni sur la créativité graphique, mais j'ai eu du plaisir à faire, que ce soit avec papier, crayon, les gouaches, les fusains ou la tablette. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec la tablette, mais j'ai pas eu ce plaisir-là en utilisant l'IA. J'aurais rédigé des prompts pour faire une image et puis dire celle-là, elle me convient, mais je vais lui faire refaire, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu le même plaisir. C'est pas la question du numérique, parce que la tablette, c'est aussi numérique. Et il y a quelque chose comme ça qui se joue. Mais je dirais le plaisir créatif, il est aussi en amont, presque en amont de la scénarisation. C'est de dire, je dirais, digérer des milliers de pages de dossiers, d'analyses de toutes sortes, et de dire, mais comment arriver à rendre ça sans tuer le lecteur, sans le noyer, enfin, sans être simpliste, alors, ce n'est pas tout à fait volontaire, mais je vois bien que dans différents travaux que je fais, on a ça, c'est-à-dire il y a plusieurs choses, où il y a plusieurs niveaux d'analyse qui s'entremêlent. J'avais déjà eu des retours comme ça sur le petit bouquin de vulgarisation que j'avais fait sur les nanotechnologies, où un collègue prof à l'université de Grenoble en sciences politiques avait dit que c'était vraiment de la bonne vulgarisation. Alors, bon, c'est un peu caricatural ce qu'il disait, mais enfin, il disait, je l'ai fait lire à ma femme, parce que, voilà, mais c'est lecture obligatoire pour mes étudiants de Sciences Po. Parce que, à travers cette vulgarisation scientifico-technique, on sentait tous les enjeux de société et de politique qui se jouent. Donc, ce que tu dis, je dirais, c'est bien juste, il y a beaucoup de fils conducteurs qui s'entremêlent, et probablement qu'il y en a même plus que ce que je serais capable d'expliciter moi-même. Mais je pense que c'est cette question de la créativité. Ouais. Enfin, en tout cas, en amont, dans la mise en scène, ça a beaucoup joué, de dire comment découper, comment scénariser, avec l'idée de dire tout. Enfin, une séquence est 1 à 3 pages, comment changer le rythme, que ce soit pas artificiel, qu'il n'y ait pas des Deus ex machina comme ça qui tombent, il y en a 2. Hein, mais... mais pour reprendre et relancer la question de Nathalie Duc, voilà, tu m'as donné ces slides, donc à gauche vous voyez un dessin de Dominique, et puis à droite le dessin demandé à l'IA, hein, c'est ça? Et combien de temps tu as mis pour faire des planches, etc. Ça vaut la peine peut-être quand même de s'arrêter sur cet aspect du travail. Ça a été un processus assez long, mais c'est pas simplement mon dessin et puis le dessin de l'IA. Hein. Je dirais là, c'est du collage entre des dessins qui datent de différentes époques, certains que j'ai vraiment dessinés moi-même, d'autres qui ont été générés par l'IA, je me dis c'est bon, ou d'autres générés par l'IA, je me dis c'est pas bon, je vais le retoucher, je vais le repasser, etc. Enfin, il y a beaucoup de chipotage. Mais la première page qui a été commentée, je ne sais plus, c'est toi Daniel, la première page qui plonge... Celle-là qui plonge, voilà. Ouais. Voilà, ben, vous avez le storyboard, hein, le découpage gaufrier un peu classique, etc. Mais en gros, ben, voilà, je l'ai mis, hein, pour passer de là à là, ça a été 25 heures de travail, ça a été 8 versions. Mais effectivement, je suis content d'avoir réussi en une image à camper des choses qui étaient découpées dans différentes cases préalablement. Et en moyenne, rien qu'en termes de dessin, chaque page m'a pris à peu près 12 heures. Et il y a combien de pages? 96. Voilà. Donc le dessin, c'est 1000 heures. Oui, ce dessin est tout à fait remarquable parce que ce paysan, en fait, il se plaint de tous les problèmes qu'il a de l'interdiction d'utiliser du glyphosate. Et donc, on est tout de suite dans le champ, on est dans tous les sens du terme. Et il n'y a pas que l'interdiction, il y a le fait qu'il y a les virus, le fait qu'il y a le kénopode, le fait qu'à l'usine on l'engueule parce que ça vient machin. Enfin, je dirais, en une page, on a le concentré de tous les problèmes qu'on a dans un bilan d'analyse de sciences agronomiques sur un rapport de 25 pages. Et à la page suivante, on comprend qu'il répond aux études.
Là, il a l'air de parler tout seul, mais en fait. C'est un zoom, caméra arrière. Merci. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, je vous invite à prendre la parole comme vous l'entendez par rapport à des aspects qu'on a J'ai peut-être un petit point par rapport à Nolwenn qui disait, mais pour moi, le héros au cœur de la BD, c'est pas l'héroïne, c'est pas les étudiants, c'est le glyphosate. Clairement, c'est pas ça que j'ai voulu faire. Mais j'avais le souci depuis le début d'arriver à rendre compte de l'agentivité des entités qu'elles surgissent, que ce soit des humains, des institutions, de l'argent, d'une molécule, etc. Enfin, et donc, elle est en scène telle qu'elle apparaît aussi par les acteurs, parce que le glyphosate parle rarement directement de lui-même. C'est soit parce qu'on lui soumet à des tests et qu'avec les tortures que lui font subir un certain nombre de chercheurs, elle finit par exprimer des choses, soit elle fait des choses parce qu'une fois qu'elle est lâchée dans la nature, elle se dégrade, machin. Mais surtout, c'est que il y a énormément de méthodes, de détails de méthodes qui lui font dire ceci ou cela, etc. Alors, c'est pas... je voulais pas donner les détails pour faire sérieux, pour faire scientifique, parce que ma crainte, c'était de tuer le lecteur avec des choses pas intéressantes. Mais de dire au contraire, les détails, ils sont chargés d'enjeux et il faut que la personne arrive à comprendre, même si ça a l'air d'être technique, c'est pas grave, c'est plutôt la charge qui doit justifier le fait que c'est présent ou pas dans le récit. Si je peux me permettre, là on touche à un point incroyable, c'est de se dire l'art, c'est ça qui est beau dans l'art, c'est que vous avez voulu faire quelque chose, mais nous on l'a interprété, voilà, pour vous vous avez senti cette histoire comme ça, vous avez senti que c'était le glyphosate qui était, voilà, comme vous l'avez très bien expliqué, et c'est ça la beauté de l'art au final. Voilà, il faut nous laisser cette partie d'interprétation, même si peut-être qu'elle correspond pas forcément à ce que vous avez dès le départ voulu faire, mais c'est beau. J'ai une question de Fabienne. Oui, merci Marc. C'est une question qui s'adresse à Marc et à Dominique et je parle au nom de la salle. Enfin, j'espère que je représente la salle. On a eu l'occasion de voir plusieurs planches en fait défiler très rapidement. On serait très intéressé à ce que tu les diffuses toutes, peut-être quelques-unes d'autres, sauf si on les a toutes vues, et puis que Dominique peut-être commente en fait en quelques mots les différentes planches qui sont sur ce fabuleux PowerPoint. C'était ça ma question. D'accord, volontiers, tu es d'accord? Donc j'avance. Peut-être juste pour celle-là, parce que là, vous comprenez bien que je ne suis pas un dessinateur, hein. Enfin, je gribouille, ça donne un peu une idée de ce que je veux dire, mais sur cette base-là, j'ai eu des retours qui m'ont encouragé très fortement, notamment la case en bas à gauche, le paysan. Il est vraiment mal dessiné, mais les retours que j'ai eus, ça a été de dire qu'on sent le drame. Alors que... je n'étais pas sûr du tout de mon coup de crayon. Et là, ça m'a encouragé à dire, il faut que je continue à partir de là parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui passe. Je passe au dessin suivant que j'avais déjà montré. Voilà. Encore un? Peut-être, je ne sais pas si... Voilà, une autre... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu entendais dire sur ces dessins qui sont donc les tiens, Sophia? Là, en l'occurrence, c'était parce que je voulais évoquer le fait qu'il y a 3 niveaux d'intrigue. Il y a le niveau d'intrigue qui est l'histoire avec le glyphosate, qui en soi est une intrigue énorme. Il y a le niveau, mais ça a été bien dit, hein, les étudiants qui ont leurs préjugés, qui apprennent à faire des sciences sociales, qui se noient dans la complexité, puis qui finissent à la fin par quand même voir des choses qui émergent et qui sont structurantes. Et puis le niveau de qu'est-ce qui se passe pour un enseignant de sciences sociales dans une école d'ingénieurs, et situation qui n'est pas toujours comprise par tous les collègues. Et là, c'est l'étudiante qui mène des enquêtes. Je sais plus, je crois que c'est toi, Nolwenn, qui l'a évoqué, le fait que c'est pas que les STS sont en train de se faire, c'est même des choses basiques de sciences sociales en train de se faire, prendre des rendez-vous
par exemple, un truc sur lequel nos étudiants se heurtent. Et là, en une page, j'ai un petit ramassis de difficultés que les étudiants peuvent rencontrer pour rien que prendre un rendez-vous pour faire des entretiens. Donc là, ça met en scène l'étudiante, une étudiante en train d'interviewer une chercheuse. Voilà ce que ça donne dans la BD. Aussi. Et voilà ce que ça donne dans la BD. L'étudiante, elle est à l'avant-plan, là, et ça, c'est la scientifique du laboratoire, celle qui va se faire piquer ses carnets de labo. Voilà. Tout à fait. Alors, aussi, en termes de dessin, vous voyez qu'il y a un écart entre mon dessin de départ et le résultat final. Là, j'ai utilisé différentes IA, notamment Midjourney. J'ai nourri l'IA avec mon dessin. Repasse l'image précédente qu'on se revoit mon dessin. Vous voyez, il y a quelques airs de ressemblance, mais c'est un peu lointain. Mais je lui ai dit, voilà, mon personnage de référence, est-ce que tu peux me dessiner une personne qui a 40, 50 ans, etc., etc. Et puis, il m'a généré des trucs dont certaines de ces images-là, je me suis dit, bon, ça me convient à peu près, à part que le problème des IA, c'est qu'une dame de 40 ou 50 ans, ça n'existe pas. Soit elles ont 20 ans, soit elles ont 80 ans. Ben, j'ai dû sérieusement les retravailler parce que celle-là, elle était largement l'âge de la retraite passé. Donc j'ai dû effacer les rides, remonter les joues. Enfin, c'est terrible. Oui, c'est moi le chirurgien. Mais c'est pas, je cherchais pas à faire des mannequins. Par contre, les IA, elles me font des mannequins. Quand j'ai le visage et lui dis dessine le buste et puis jusqu'à la taille, puis jusqu'au pied, eh bien, il me les fait filiformes. Et puis il rajoute un petit rachacha sur le côté. Manifestement parce que c'est nourri avec des photos qu'il y a dans les catalogues publicitaires sur les vêtements où il y a la marque sur le côté. Enfin, donc, en utilisant les IA, j'ai senti avec quoi elles étaient nourries et les biais que ça véhicule, et j'ai dû me battre avec beaucoup de choses comme ça. Et il y a peut-être des choses qui m'ont échappé, que je n'ai pas pu corriger, parce que... Voilà une autre... Voilà, donc c'est autre situation d'enquête. Là, l'étudiante, elle fait une interview en ligne. Donc j'ai multiplié les modalités d'enquête. Et là, par téléphone, par visioconférence. Et là, elle fait une interview d'une personne d'une association de consommateurs en Suisse, justement. Et ce qui est fascinant avec l'IA, c'est que depuis quelques années, c'est devenu tellement intelligent qu'ils arrivent à reproduire en fait l'image. Avant, quand on les utilisait pour les images, pour produire des images fictives, on demandait 10 fois la même chose, il nous produisait 10 fois des choses différentes. Et là, vous êtes capable de faire une BD, il est capable de reproduire les expressions de face, de côté, de profil, d'en bas, d'en haut. Et ça, c'était encore pas possible il y a, je dirais... Il y a 6 mois, c'était pas possible. C'est presque ça, ouais. Il y a 6 mois, c'était pas possible. C'est pas ce qu'il en serait maintenant. C'est incroyable. Et ça va encore plus évoluer. C'est complètement bluffant. Je ne sais pas s'il faut être fasciné ou s'il faut en avoir peur, mais en tout cas, ça, comme vous dites, il y a 6 mois, c'était absolument impossible à faire. Moi, j'espérais que les IA soient meilleurs que moi pour dessiner les visages. Et ils arrivent à dessiner un personnage à peu près bien. Mais pour lui redemander le même personnage avec une expression différente, un angle différent, il me change tellement les personnages que même si j'ai gardé une image générée par l'IA, les autres, j'ai dû les retravailler pour que le personnage soit suffisamment similaire. Et par exemple, l'étudiante blonde, là, pour être sûr qu'on la reconnaisse... Oui, blonde. Mais pour être sûr qu'on la reconnaisse, je lui ai fait des mèches colorées. Je me suis dit, mais même si je ne suis pas capable de faire l'image suffisamment ressemblante, on reconnaîtra que c'est elle. Je pensais que l'IA pourrait me décharger de ce problème-là, et l'IA, jusqu'à il y a 6 mois, faisait pas mieux que moi. Il y a d'autres choses pour lesquelles l'IA donne vraiment aucun résultat, c'est tout ce qui est technique, parce que c'est de l'hallucination. Donc tout ce qui est technique... Je reste, c'est moi, mais bon, l'avantage, c'est que c'est plus facile, c'est de la perspective, voilà. Mais là, il y a des trucs, j'ai passé 3-4 jours et j'ai fini par dire, non, j'arrête, je dessine moi-même, j'irai beaucoup plus vite. Oui, et avec plus de plaisir, comme tu l'as souligné avant, puisque ça n'a pas l'air d'être un grand plaisir de devoir chaque fois demander à l'ordinateur de produire autre chose, ou de se battre contre les biais. Voilà, encore une autre planche.
Et une dernière planche. Et puis... Oui, là, ça rend compte des désaccords qui, à un moment donné, vont émerger entre les étudiants. Leurs personnalités vont s'affirmer chemin faisant. Et le dernier niveau que tu as, voilà, que tu as voulu scénariser. Le Deus Ex Machina, un SMS qui arrive du directeur. Et qui n'a pas compris trop les sciences sociales. Enfin, interview, ça devient interrogatoire. La commission d'éthique, l'autorisation de soumettre les molécules. Enfin, bon, voilà, ça s'est passé dans une école d'ingénieurs liée à une commission d'éthique qui a voulu. Enfin, école d'ingénieurs qui a pris comme modèle les commissions d'éthique biomédicales et qui avait interdit à une doctorante de sciences sociales de cette école-là d'aller interroger les industriels parce que ça allait les traumatiser. C'est pas une caricature. Hein. Alors, je vous invite à produire encore un petit mot de la fin, si vous en avez un, parce qu'on arrive gentiment au terme de la table ronde. Monica. Oui, en fait, si je devais rêver, parce qu'on parle du monde imaginaire, donc le monde universitaire de demain, dont je rêve et dont rêvent mes étudiantes, en fait, ce serait que ce type de travail soit reconnu comme faisant partie d'un mémoire ou d'une thèse. Parce que dans ma faculté, en fait, le film est déjà reconnu comme un travail de thèse accompagné d'un document d'une centaine de pages, peut-être, mais c'est pas, on n'a pas besoin de faire 2 documents, un film plus 400 pages. Donc, peut-être qu'on pourra collectivement aussi réfléchir à la pertinence, en fait, de ces modes d'expression qui ne servent pas uniquement à la vulgarisation, mais qui sont aussi d'autres façons d'acquérir la connaissance et donc qui mériteraient d'être un peu haussées au niveau de la reconnaissance. Et la même chose pour les CV quand on est dans une commission de recrutement, parce que le FNS nous demande, là pour l'Agora, de faire un CV de valorisation. Donc là, on montre les expos qu'on a fait, les BD, les films, etc. Mais dans les commissions de recrutement, à la fin de la journée, on compte les articles. Donc, je pense que nous, collectivement, on pourrait aussi se demander si on veut poursuivre dans cette voie, est-ce qu'on ne devrait pas aussi reconnaître cette qualité de communication à nos futurs collègues. Excellent. Nolwenn. Je rejoins. J'ai étudié à l'Institut d'ethnologie où effectivement le film est aussi reconnu comme une modalité pour valider une thèse. Merci pour tes explications sur le glyphosate je crois que j'ai été vraiment sensible à cet aspect-là des choses, à la manière dont tu as essayé de mettre en lumière son agentivité et la manière dont si on le fait parler avec toutes ces différentes méthodes. Donc j'étais bien contente de t'entendre sur ce point. Et je me réjouis de lire les prochaines bandes dessinées que la retraite te permettra de faire. Je crois que tu as d'autres projets déjà en tête et je me réjouis au fait de pouvoir te suivre dans ces prochaines étapes. Pour moi, ce fut un plaisir de vous connaître. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir pour boire un café et puis discuter un peu plus amplement. Mais moi, je trouve que vous êtes un personnage de BD en soi et j'espère qu'un jour, un dessinateur connu en Suisse fera une BD sur un scientifique à la recherche perpétuelle d'innover, de détonner, de s'étonner lui-même et à la recherche de challenges perpétuels. Et surtout d'un scientifique qui essaie de faire une BD. Je pense que c'est un sujet en soi qui peut tout à fait faire une BD en soi. Donc, peut-être un jour. Daniel, oui, est-ce que tu as été satisfaite 4 mots de la fin, tu voulais. Oui, c'était passionnant d'entendre nos paroles complémentaires. Je voulais juste répondre à la question que tu as posée sans y répondre sur la fiction. Stengers qui dit on n'a pas parlé de la fiction. Parce que moi, j'ai insisté sur le récit, mais quel est le rôle de la fiction ?
il me semble que là, on le sent bien. La fiction, elle est là pour construire un univers avec des situations. C'est de la fiction. Ces personnages avec les cheveux colorés, le méchant, directeur, n'existent pas, ils sont fictionnels. Mais ce qui n'est pas fictionnel, c'est qu'il y a des situations. Donc il y a quelque chose de totalement objectif et vrai dans le fait de produire des récits de fiction, c'est que ça nous rappelle que cette activité scientifique, la nôtre, elle est toujours en situation, donc plein de contingences, de rapports humains, autant dire la cata. Bon, merci beaucoup à toutes et à toi, Dominique. Je crois que tu as été très honoré par les remarques qui ont été faites. Et maintenant, il y a un apéritif, ce Ferrer, qui est servi dehors. Et Dominique va dédicacer à ceux et celles qui le désirent la bande dessinée Mitra. Merci beaucoup.